Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans une vie qui est empreinte de violence, avec un équilibre de la terreur au niveau des armements atomiques, avec un Reagan et un Gorbatchev qui jouent au poker nucléaire, avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, là, comment est-ce qu'on peut réussir à traverser une fin de cycle, un Kali Yuga, un âge noir comme le nôtre, sans être impliqué au niveau des angoisses existentielles que ça suscite autour de nous? La fin du monde, pour toi, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Une troisième guerre mondiale, les prophéties apocalyptiques. Ça, comment est-ce que tu fais pour traverser ça sans en être atteint? Bon, ce que tu as énuméré ne me concerne absolument pas, alors ce qui fait que je ne peux pas être atteint pour la simple raison, ça ne me regarde pas du tout. Ça regarde par contre beaucoup d'humains, pas tous, beaucoup, qui se prennent au sérieux. Tu aimerais être pape. Et une fois pape, tu aurais de l'autorité ou du crédit. Mais si tout le monde est pape, est-ce que tout le monde a le même crédit que toi? Ah ben non, effectivement, non. Donc, pour avoir du crédit, il faut que tu sois différent. Et différent dans un sens inabordable pour les autres, apparemment. Et là, tu as du crédit et de l'autorité. Ça veut dire que pour être dans le cas d'une personne qui... Parce que ce que tu dis peut être le fait d'un être qui se prend au sérieux ou d'un être qui voit aussi la conséquence de la manipulation des formes. C'est toujours que je vois aucune conséquence de la manipulation. Donc, c'est quelqu'un qui se prend au sérieux et qui aimerait être encore plus sérieux. Avec le chapeau, puis la crosse, puis tout ça. Ça veut dire ça que tu dois être différent. Mais la majorité des êtres humains aimeraient avoir l'autorité du pape. Par contre, ils veulent être normal. Le pape est anormal. S'il serait normal, il serait dans le peuple. Et un autre anormal deviendrait pape. Alors, ça crée déjà un dilemme chez l'être sérieux qui se prend au sérieux, parce que la première chose qu'il demande, c'est « suis-je normal? » Et deuxièmement, j'aimerais être différent pour avoir de l'autorité, pour être meilleur, pour être... Bon, tu peux pas être meilleur en étant comme tout le monde. Faut que tu sois différent. Tu veux être supérieur. L'inférieur est aussi différent. Mais la majorité d'entre les humains veulent être normal. Ils veulent être normal parce qu'ils demandent continuellement « Oui, mais est-ce que c'est normal si j'agis comme ça? » Ou encore, ils vont essayer de réprimander quelqu'un « C'est pas normal ce que tu fais là. » Donc, on essaie toujours d'être ramené à la normalité et de ramener les autres à la normalité, sachant inconsciemment que chaque être humain veut être normal. Et ça, c'est le problème de la conscience collective. L'être humain veut être collectif, c'est-à-dire qu'il veut être comme tout le monde. C'est pourquoi la mode prend bien, n'importe quelle mode. Lorsque la mode devient intelligente, tu peux embarquer. Lorsque la mode devient stupide, tu continues à embarquer. Non, tu te prends au sérieux et tu as tellement besoin de cacher ce que tu es que tu veux être comme tout le monde. Si tout le monde porte le même chapeau, même si le chapeau est laid, tout le monde est beau. C'est-à-dire que personne ne va juger autrui. Tu peux pas dire, regarde son chapeau comment il est laid, parce que tu as le même chapeau sur la tête. Et c'est pourquoi on crée une collectivité. C'est pourquoi on dynamise la conscience collective, la conscience qui apparemment égalise tout le monde, justement pour que chaque individu se sente libre dans un plan collectif, parce qu'il n'est pas capable d'assumer ce qu'il est. Et si à l'instant où il décide, lui, de ne pas porter le chapeau, parce que ça ne lui va pas, donc il s'assume, tout le monde le regarde. Mais pour ne pas traumatiser celui qui reste collectif et qui regarde celui qui commence à se libérer, alors on lui dit, c'est pas normal, ça. Tu devrais faire comme tout le monde. Il y a l'autre qui se prend pour un autre. On essaie de s'arranger pour qu'il redevienne normal. Parce que non seulement l'être humain, en général, ne veut pas être anormal, mais il ne veut pas non plus qu'un autre soit anormal. Alors, si lui se contente de s'aplatir pour rester dans la collectivité, il va tout faire aussi pour aplatir un autre qui veut pousser. Si tout le monde est pape, toi, tu veux plus être pape. Mais si personne n'est pape, toi, tu veux être pape. Toi, tu veux être différent. Mais si tu te prends relativement bien au sérieux, tu ne pourras pas jamais devenir pape. Pour la simple raison que le moindrement, parce que si tu es pape, cela veut dire que tu acceptes que la majorité d'entre les humains te vénère, te donne une autorité, mais pas l'autorité que tu veux, l'autorité que eux pensent devoir donner à un pape. Donc, on peut dire de toi plusieurs choses, comme on en dit d'ailleurs sur le pape. Cela veut dire que tu ne seras jamais pape si tu as peur d'être rapproché à quelque chose. Parce que tu veux ne pas sortir. Je donne un exemple. Pour m'interviewer, tu dois mettre un ruban rouge. Tu ne veux pas mettre de ruban rouge, tu ne veux pas être associé à quelque chose, alors tu ne seras jamais pape. Tu ne peux pas être pape, parce que pour être pape, c'est sûr que tu aurais une autorité fracassante. Mais les archevêques existent. Et pour avoir l'autorité du pape, il faudra que tu sois pape. Il faudra pas que tu dises, je suis pape, mais je mets un veston, puis je fais du jogging, et puis je me promène dans un camp de nudistes. Non, il faudra que tu sois pape comme le peuple veut que le pape soit. Et pour devenir le pape comme l'homme, la femme, l'humain veut que le pape soit, faudra que tu ne te prennes pas au sérieux ou que tu sois totalement manipulé par la collectivité, un ou l'autre. Ou tu vois l'intelligence du jeu pour aller chercher l'autorité si c'est l'autorité que tu veux, ou bien tu es manipulé parce que ce que tu veux, c'est que tout le monde te vénère. Pour que le monde te vénère, il faudra que tu t'habilles comme ils veulent pour te reconnaître pape. Il faudra que tu parles comme ils veulent pour qu'ils te reconnaissent pape.
Parce que si toi, tu arrives comme toi, ou si tu veux être normal, tu ne peux pas. Tu veux le chapeau, tu veux la crosse, tu veux tout le tralala, il faut que tu te promènes. Ça, Sainte-Catherine avec ça, tu peux le faire. Tu as des chances d'être pape ou d'être enfermé. Un ou l'autre, dépendant d'où tu te promener. À Rome, ça peut aller s'il n'y a pas de pape. Alors, il faut bien comprendre que même celui, et ça c'est le piège de se prendre au sérieux, parce que même celui ou celle qui, à un moment donné, veut arriver quelque part, elle a tous les mécanismes chez elle qui la poussent à vouloir arriver là et qui vont tout faire pour qu'elle n'arrive jamais là. Mais c'est justement là où sont toutes mes angoisses et celles de la société. Je prends un exemple qui est poussé à l'extrême, mais on pourrait le ramener au niveau, par exemple, au niveau du travail. Le fait d'avoir un poste important dans une entreprise, de ne pas être toute sa vie un subalterne. Par exemple, à ce moment-là, je vise le siège du patron. Et mes angoisses sont les mêmes, elles continuent là aussi. C'est le même phénomène. Tu veux être le patron, sans faire ce que le patron fait, tu ne peux pas être le patron. Si tu veux avoir un poste supérieur, automatiquement, tu seras traité de chien. Par la majorité, dépendant des entreprises. Tu seras traité de n'importe quoi. Le syndicat va taillir, tes anciens compagnons qui restent en bas risquent de vouloir t'acheter parce que, bon, là, c'est maintenant mon chum est patron. Toi, il faudra que tu dises, ben non, là, je peux pas. Là, ils vont dire, ah, t'es comme les autres, hein. C'est ça. Du moment que tu as eu un poste, t'as changé. Tu parlais contre les chefs, tu parlais contre les dirigeants. Maintenant, quand tu es nommé dirigeant, t'es comme eux autres. Alors, automatiquement, si tu te prends au sérieux, tu vas accepter les pots de vin, tu vas essayer d'eux, puis en fin de compte, tu vas encore mettre le bordel. Être responsable, cela veut dire être capable de répondre. C'est pas une insulte, t'es pas responsable. On s'en sert comme insulte, nous autres, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène même de la responsabilité. Ne pas se prendre au sérieux, pour la majorité d'entre les êtres anciens, cela veut dire ne plus rien faire sérieusement. Ne pas se prendre au sérieux, pour la majorité de l'humain, cela veut dire ne plus être sérieux. Cela veut dire ne plus défendre son point de vue, se laisser piler sur les pieds, se foutre de soi. Se foutre, de soi. Pour la majorité des humains, ne pas se prendre au sérieux, ça veut dire ça. Alors l'humain va dire, oui, mais un peu d'orgueil, c'est bon. Parce que tu viens pour rentrer dans un autobus, puis il y a quelqu'un qui arrive qui te pousse, ben toi tu te pousses puis tu rentres. Tu sais, faut t'apprendre à foncer dans la vie. Faut t'apprendre à marcher dans la vie. Jusqu'un jour où cet apprentissage t'amène même à prendre une hache pour battre l'autre. Ou à prendre des armements pour attaquer autrui. Alors tu te prends au sérieux et l'être ancien croit que ne pas se prendre au sérieux veut automatiquement dire devenir minable. Tandis que l'être qui se prend au sérieux est déjà minable. Celui qui se prend au sérieux ne peut pas venir parler devant un public parce qu'il a le trac. Il est tellement orgueilleux qu'il ne pourra pas souffrir le fait de paraître manquer son coup. Alors il préfère ne pas vivre. Il se prend au sérieux. Alors il est minable. Il est médiocre parce que c'est facile de parler devant du monde. Tu rencontres une personne qui jase extraordinairement bien dans un salon, on est trois. Soudain, il rentre 150 personnes qui s'assoient avec. Là, ils se font dans la collectivité, puis là, il ne dit plus rien. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce que soudainement, il a peur de devenir anormal. C'est-à-dire de devenir peut-être ce qu'il aimerait, de devenir différent. Mais il n'accepte pas d'être différent parce qu'il a peur qu'on le critique, qu'on le juge. L'être humain conventionnel, collectif, n'étant pas capable de savoir de par lui-même si ce qu'il fait est bon, le demande à autrui. Alors automatiquement, il sait qu'autrui va lui dire s'il est correct ou non. Donc, il vit avec une peur constante d'être jugé par autrui. Parce que de toute façon, il se fie au jugement d'autrui, non pas au sien. Si toi, tu t'habilles d'une façon bizarre et tu décides de t'en aller sur la rue, est-ce que tu t'habilles pour pouvoir, comme plusieurs, on parle souvent des jeunes qui, on donne l'impression de se foutre de ce qu'on pense d'eux. C'est pas vrai. Parce qu'ils se promènent habillés bizarrement avec des sauteuses dans la tête et tout ça, pognés dans une espèce de gelée, simplement pour pouvoir frustrer les autres. Eux ont besoin de voir l'être humain normal souffrir sa normalité. Alors ils vont donc affronter, ils vont défier ce qui est normal, se créant eux-mêmes une normalité, parce que le jeune qui s'habille comme ça a besoin de sa normalité, il fait partie d'une gang, d'un groupe, il fait partie de quelque chose de particulier, qui écoute une musique particulière, qui tripe sur les mêmes choses, qui va souvent se droguer. Il a aussi sa normalité, mais il essaie de créer une micro-société pour pouvoir défier la macro-société, la société conventionnelle. Ok, donc c'est pas tellement dans l'ambition que se trouve la souffrance, c'est plutôt dans l'évaluation, la mauvaise évaluation que l'on fait de nous-mêmes ou que l'on accepte des autres. Donc on devrait d'abord apprendre à connaître notre véritable valeur. Oui. C'est là où elle est la souffrance, c'est ça qu'on connaît pas. Et c'est là le problème aussi. Comment connaître notre véritable valeur sans demander le jugement d'autrui? Si quelqu'un me dit tu es bon, moi ça devrait rien me faire, parce qu'il peut se tromper. Qui est-il, lui, pour venir me dire qui je suis moi?
Et ça, le problème. S'il est tout à fait supérieur, il peut peut-être me dire qui je suis et quel est mon niveau d'efficacité, ma valeur. Mais si c'est un être humain normal, que je prends dans ma normalité, je prends un de mes amis ou je prends du monde normal, normal par exemple comme moi, alors ce monde normal-là, est-ce qu'ils peuvent être capables de juger qui je suis, étant donné qu'ils sont comme moi? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas du tout, sauf si je rencontre une personne normale qui souffre d'un complexe d'infériorité, il va dire « Ah, toi, t'es merveilleux ». Et si je rencontre un autre qui souffre d'un complexe de supériorité, il va dire « T'es un imbécile ». Alors moi, à l'intérieur de ça, je suis quoi? Si je rencontre plus de complexés inférieurs, je me sens bien. Parce que ils me disent toutes, la majorité disent que je suis bon, puis une minorité qui disent que je suis pas bon. Alors moi, je suis bon, je le sais. Pourquoi le sais-tu? Ben, tout le monde le dit. Mais si tout le monde souffre de complexes de supériorité, alors je vais dire, moi, je suis minable. Ben, pourquoi tu dis ça? Ben, tout le monde le dit. Je le sais, tout le monde me le dit. Mais en réalité, la personne, moi, je n'ai pas changé, je reste moi. Alors, comment arriver à une auto-évaluation là qui soit intègre, si c'est possible, malgré toutes les expériences qu'on a fait qui ont été des échecs ou des erreurs? Parce qu'en fait, ce qui nous infirme, là, ce qui fait qu'on n'a pas une véritable valeur de nous autres, c'est bien souvent dans le complexe de culpabilité ou d'infériorité, comme tu dis, là, à travers les erreurs et les échecs dans la vie. Ce que l'être humain doit arriver à comprendre, à percevoir, à vivre, à exprimer, sans y réfléchir, sans y penser. Parce que s'il pense, il compare, et s'il compare, il juge. Il juge autrui ou il se juge lui-même. Mais il ne pourra pas juger autrui différemment de ce qu'il est lui. Et ça, c'est très important. L'absurdité de juger autrui fait que, comme tel, on ne devrait pas juger autrui. Non pas parce que moralement c'est bon, parce que c'est simplement inutile et stupide. La personne qui se critique elle-même à partir de sa pensée se juge elle-même. Et c'est aussi farfelu que de juger autrui parce qu'elle ne sait pas. L'être humain me dit souvent en séminaire, j'aimerais savoir qui je suis, ou encore j'aimerais être moi-même. La personne, elle est toujours elle-même. Et ce elle-même est dans une phase d'expression qui permet la comparaison avec le concept de ce qu'elle aimerait être ou de ce qu'elle devrait être par rapport à ce qu'elle est. On est toujours soi-même. L'idée, c'est qu'on ne sait pas s'assumer. On n'est pas capable de dire, moi, je fais ceci parce que je pense que c'est correct. Non. On va automatiquement, parce que l'on se prend au sérieux, aller voir autrui et dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu crois à la réincarnation? Parce que si lui y croit, peut-être je vais y croire plus. Mais lui, en parlant avec moi, je vais aussi le dynamiser. Ce qui fait que tous les deux, si on n'y croyait pas, maintenant on y croit, c'est ce que j'appelle la conscience collective. Je ne me suis pas fait un point de vue. J'ai amalgamé différents points de vue pour que cela finisse par constituer un point de vue chez moi. On fait des sondages d'opinion. Oui. On va dire, regardez, vous allez vous reconnaître. Qui parmi vous, lorsque vous êtes 2 ou 3 assis à la table d'un restaurant, ne demandez pas à l'autre ce qu'il va prendre? Voilà. Je fouille dans le menu, toi, tu prends quoi? Parce que si lui prend quelque chose, ok, tu commandes la même chose. Mais si c'est pas, ben, faut que tu retournes dans ton livre. Puis là, l'autre, à un moment donné, il attend que tu te décides, fait qu'il finit par changer d'idée lui aussi parce qu'il doit faire. Tu prends quoi, là? Prends-tu un dessert? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme dessert? Quelqu'un va prendre ça? Ouais? Ah, ben, moi aussi. C'est ça, la conscience collective. Elle est simple, la conscience collective, elle est là. C'est que l'être humain est toujours au besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour arriver à se faire une opinion. C'est pas grave. C'est un mécanisme que vous devez conscientiser, que vous devez voir clairement. C'est pas grave, mais c'est un fait. Ce fait que l'être humain exprime le fait, tant qu'être bien fait, compte de fait, qu'il est important, qu'il se prend au sérieux. Et cette prise au sérieux, c'est l'orgueil. C'est un peu la personnalité qu'on défend par l'orgueil. C'est un paquet de mécanismes qui font qu'inconsciemment, parce que vous savez que vous pensez de 2 façons différentes. Vous avez une pensée tout à fait inconsciente et vous avez l'expression du résultat de cette inconscience pensée dans votre conscience et c'est ce que l'être humain appelle sa pensée. Plus simplement, vous êtes capable de dire 8 fois 8, 64. Mais y allez-vous penser? Non. Vous êtes capable de dire, par exemple,
quand vous communiquez avec quelqu'un, un paquet de mots, sans y penser. Vous êtes capable de prendre de l'eau, si je lance quelque chose à François, il est capable de le prendre, là, je change d'eau, là, c'est plus l'eau, là. Sans y penser, parce que s'il pense, il va recevoir ce que je lui lance sur le nez. On a deux formes de pensée. Une pensée inconsciente, peu ça ce que vous voudrez, et une pensée consciente, celle que l'on peut mémoriser lucidement. Cela veut dire que l'être humain inconsciemment vit des mécanismes qui lui échappent, parce qu'ils ne sont pas mémorisables, donc ils ne peuvent pas servir de point de référence dans son évolution ou dans son amélioration. Et il y a une pensée consciente qui, elle seule, chez l'être humain qui s'auto-juge ou qui juge autrui, sert de point de référence. C'est là le problème. Or, la personne, elle va dire, elle est crispée, et on lui dit, tu es nerveux, et elle va dire, elle s'observe, elle observe sa pensée consciente, et elle dit, non, je suis pas nerveux, moi, non. Non, je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire ça, je me sens bien. Mais il y a une pensée inconsciente qui la crispe. Regardons ceci. L'être humain qui demande à autrui, qu'est-ce qu'il fait? Inconsciemment, il se prend suffisamment au sérieux qu'il ne veut pas perdre d'énergie à devoir se défendre. Parce que chaque fois qu'on parle, qu'on agresse l'ego, la personnalité, ou quel que soit quelque chose dans lequel l'être humain s'identifie, sa maison, son auto, sa femme, son mari, ses enfants, son métier, sa profession. Si je dis à un moment donné que les pompiers sont tous des bons, alors s'il y a un pompier dans la salle, d'ailleurs il y en a un, il va prendre le feu. Hein? Bon. Pourquoi? Parce que s'il s'identifie dans sa profession et que j'attaque la profession, il se sent attaqué. Parce qu'il se croit important, c'est-à-dire que dans sa pensée consciente, tout ce qui est véhiculé à l'intérieur est pour lui le point de référence. Et l'être humain ne veut pas qu'on agresse son point de référence parce qu'il le croit réel, c'est-à-dire qu'il appelle ça, lui, la vérité. À l'intérieur du point inconscient, donc de la pensée inconsciente, qui donne un résultat chez l'être humain, il va y avoir ceci. Qu'est-ce que tu prends pour manger? Qu'est-ce que tu commandes? Ça veut simplement dire que l'être humain ne veut pas risquer d'être auto-critiqué par l'autre. Moi, je prends dans une pizza. Encore de pizza, tu manges avec ça? C'est pas compliqué, qu'est-ce que tu prends? Comme ça, il ne pourra pas dire, tu sais, bon. Ce ne sont que des mécanismes comme ça. Pour qui tu votes? Pourquoi tu veux savoir ça? Ben parce que si tu n'es pas dans le bon sens, moi, je pense que j'ai raison, fait que pour être sûr que j'ai raison, faut que je te convainque. Parce que si j'arrive à te convaincre, ben moi, j'ai l'impression que je suis correct. Si par contre, tu penses différemment, ben si je suis pas encore sûr, j'aimerais peut-être voir si tu peux me faire changer d'idée. On peut discuter. On peut se discuter. Dans la discussion entre deux êtres humains, jaillit non pas la lumière, mais jaillit l'aplatissage de la conscience de chacun pour naître en conscience collective. L'être humain qui se prend au sérieux est un être humain qui se bafoue. C'est un être humain qui n'est pas capable de rencontrer son patron parce qu'il ne veut pas souffrir le fait que peut-être il n'arrivera pas à être à la hauteur de son patron. Certains autres êtres humains veulent absolument rencontrer leur patron parce qu'ils ont de très gros poings, de très gros muscles. Ils veulent étamper le patron. Bon. Avoir raison. Qu'est-ce que c'est avoir raison? C'est de pouvoir se prouver que notre conscience, celle dans laquelle on réfléchit, celle qu'on a en mémoire, elle est correcte. Mais on ne veut pas se risquer à avoir tort. Et c'est pourquoi l'être humain demande à autrui toujours l'opinion d'un autre. C'est pourquoi l'être humain ne veut pas parler devant les autres. C'est pourquoi l'être humain a le trac. C'est pourquoi l'être humain ne veut pas chanter. Si je demande à quelqu'un ici de se lever et de nous chanter une chanson, sauf si c'est un chanteur, il n'y aura pas beaucoup de volontaires ou de volonteuses. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'elle chante mal. On lui a dit suffisamment pour qu'elle le sache. C'est-à-dire qu'elle a appris qu'elle chantait mal, parce qu'elle ne le savait pas. À partir d'elle-même, elle chantait lorsqu'elle était jeune, et elle aimait s'entendre chanter, parce qu'elle chantait pour émettre une vibration à l'extérieur d'elle. Et à un moment donné, d'autres personnes lui ont dit qu'elle chantait mal. Ne pas se prendre au sérieux implique le fait de ne plus être associé à une conscience collective. Cela implique le fait qu'on est capable de voir l'intelligence de ce que l'on fait. Pour l'être transitif ou pour l'être nouveau, ne pas se prendre au sérieux implique le fait d'être capable de vivre sérieusement. Et pour l'être ancien, ça ne peut pas être compris. Vivre sérieusement, c'est automatiquement se prendre au sérieux. Et ne pas se prendre au sérieux veut dire ne plus apposer de sérieux sur rien pour l'être ancien. Et c'est ça le problème, c'est que vous devez arriver à comprendre, à voir, à percevoir, à vibrer la différence.
Moi, je ne me prends pas au sérieux, mais ce que je fais, je le fais sérieusement. Sauf que je le fais sérieusement parce que je vois que cela doit être fait. Et non pas parce que je pense que c'est correct que je le fasse. Là, il y a nuance. Je commence quelque chose et quelqu'un me montre que ce n'est pas ce que je dois faire, je ne m'astine pas. Je ne me prends pas au sérieux, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je ne me dis pas, dans la pensée inconsciente, l'être humain se dit, important comme je suis, parfait comme je suis, ce que je viens de dire ou ce que j'ai commencé à faire, je dois le faire. Je dois prouver aux autres que j'ai raison. Lorsque l'être humain souffre et prie son Dieu, il se prend au sérieux. Parce qu'il dit à son Dieu ce que ce Dieu doit faire pour lui, étant donné que Dieu n'est pas capable de voir suffisamment clair ce que l'être humain a besoin, parce que l'être humain le voit beaucoup mieux que son Dieu. Alors il s'agenouille, ou il s'aplatit, ou il allume des cierges, je ne sais quoi. Et là, il dit à son Dieu, il implore son Dieu, d'une façon apprise, collective, ou d'une façon, disons, improvisée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Important comme je suis. Oh, c'est dans son inconscient qu'il dit cela. Et c'est ça qui donne, dans sa pensée consciente, le résultat. Important comme je suis, je ne devrais pas souffrir. Important comme je suis, mes récoltes ne devraient pas se perdre. Important comme je suis, cette jolie fille devrait tomber en amour avec moi. Ou mon voisin devrait tout perdre, ou mon syndicat devrait gagner, ou etc. Le boxeur qui fait sa prière avant d'aller taper l'autre. Ou encore le joueur de baseball qui fait sa prière avant d'aller au bâton. S'ils sont 3 dans l'équipe à le faire, il y en a toujours 3 ou 4 dans l'autre équipe qui font la même chose. Dieu va prendre pour qui? Mais chacun se croit tellement au sérieux que moi j'ai prié, puis inconsciemment, j'ai plus de poids chez Dieu. Alors moi, je vais gagner. Les Allemands priaient et les Juifs priaient, et les Français priaient et les Américains priaient, et tout le monde priait que les autres qui priaient aussi se fassent démolir. Ah, c'est ça se prendre au sérieux. C'est de penser que tout le cadre dans lequel on évolue se doit de changer pour nous laisser passer. C'est ça, se prendre au sérieux. Ça veut dire que lorsqu'une personne meurt et que vous pleurez, vous vous prenez au sérieux. Et oui, vous calculez inconsciemment que cette personne ne devrait pas être morte. Pas pour elle, pour vous. C'est vous qui souffrez, c'est pas elle. Quel que soit ce qui arrive dans la vie, chaque fois que vous réagissez émotivement, vous vous prenez au sérieux. Vous ne vous prenez pas en main. Vous vous prenez au sérieux. Faire sa vie sérieusement, cela veut dire ceci. Lorsqu'un premier ministre ou lorsqu'un député, par exemple, disons, une personne qui veut devenir premier ministre, se dit, je vois l'intelligence de l'antipollution. Je vois l'intelligence de l'instruction pour que l'être humain cesse d'être malade. Après, on coupera. On ne peut pas couper avant puis pas instruire, ça n'a aucun sens. Je vois l'intelligence de l'éducation fonctionnelle chez les enfants. Non pas leur montrer que pour ce qu'ils vont avoir besoin dans 15 ans, mais leur en montrer aussi pour ce qu'ils ont besoin immédiatement. Je vois l'intelligence de la richesse dans le peuple. Je vois l'intelligence de plusieurs choses, alors je décide de constituer un parti politique et de m'en aller en élection. La première année, je ramasse 1% des votes. Qu'est-ce que ça me fait? J'en ris. Je m'en fous. C'est prévu, c'est évident. On ne peut pas demander au monde, bon. Si la personne ne se prend pas au sérieux, elle pourra passer 50 ans à travailler dans l'élection, au niveau de parti politique, en politique, et jamais elle n'aura du cerf d'estomac. Jamais elle n'aura de problème cardiaque. Jamais elle n'aura de problème parce qu'elle s'en foutra de toute façon. Ce pourquoi elle travaille, c'est pour le résultat intelligent à l'extérieur, mais non pas pour le résultat chez elle. Elle ne veut pas avoir l'impression d'avoir réussi. Ce qu'elle entreprend est intelligent, doit être fait. Si ce n'est pas elle qui le fait parce qu'elle meurt d'un accident d'auto, c'est pas plus grave que ça. Ce qui doit être fait doit être fait. Ça ne doit pas être fait par un tel ou un tel. Ça doit être fait. Mais c'est des guerres d'ego qui vont nous être présentées au niveau de l'électorat, au niveau de n'importe quel genre de profession. Un jour, je rencontrais un professeur, d'ailleurs non, plusieurs professeurs, qui m'expliquaient que telle personne, que tel enfant, tel jeune était très intelligent, trop, et très arrogant. Alors on pensait l'expulser de l'école. Alors moi, j'ai dit au professeur, vous allez régler votre problème, mais pas le sien. Ben oui, les professeurs se prennent au sérieux. Ils sont là pour éduquer. Puis quand ils sont pas capables, prenez-les poubelle.
Comme ça, parce qu'ils ne sont pas pour admettre que... Non, l'élève n'est pas correct. Il est débile, il est trop intelligent, il est mal élevé, c'est quelque chose. Mais c'est pas eux. Alors, on expulse. On règle le problème des professeurs, mais on ne règle pas le problème de l'élève. L'être humain se prenant suffisamment au sérieux, il est toujours en train de dire que c'est la faute d'autrui, ou c'est la faute de tel outil, ou c'est la faute de la société, ou c'est la faute de tel système, ou de telle loi, ou de ceci, ou de cela. Ou bien, inintelligemment, il dit « c'est ma faute ». Regardez le dilemme. Si je dis « c'est de ta faute », ça peut être de ta faute. Et si je le dis parce que je le sais, et si je ne me prends pas au sérieux, je peux dire « c'est de ta faute ». Et si toi tu dis « ben voyons donc », puis tu veux argumenter, alors je dis « c'est peut-être raison, c'est peut-être pas de ta faute ». Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de m'argumenter avec une personne qui ne comprendra pas. Mais si je me prends au sérieux, j'ai dit que c'était de ta faute, puis j'ai raison. Alors si elle argumente, je vais argumenter. Même si elle ne veut pas comprendre, même si elle ne peut pas comprendre. Même si j'ai raison. Parce que on n'argumente pas quand on a raison, on argumente quand on a une guerre d'ego, quand on a l'impression que nous, on a raison. Même si c'est inintelligent d'argumenter, on argumente quand même. C'est là le problème, et là l'homme se prend au sérieux, la femme se prend au sérieux. Tandis qu'on a encore le même dilemme. C'est ma faute. Ça peut être dit d'une façon ancienne, d'une façon émotive. Un être humain qui se prend au sérieux, qui dit c'est sa faute, c'est l'être humain qui se culpabilise. Parce qu'il ne verra pas, c'est ma faute. Effectivement, j'ai mal agi. L'être nouveau qui dit c'est ma faute va dire c'est ma faute. Parce qu'il va voir de quelle façon il a mal agi. Il ne se culpabilise pas. Il transforme et il applique nouvellement. Ou la prochaine fois, il va appliquer différemment. À l'instant où il a vu que lui était l'outil de désharmonie, c'est réglé. C'est oublié, on continue. Tandis que chez l'être ancien, lorsqu'il a vu qu'il était l'outil de désharmonie, ou lorsqu'on lui a fait croire, ça le hante. Il souffre du culte de l'erreur. Se prendre au sérieux, c'est refuser l'erreur parce qu'on en a peur. Pourquoi on a peur de l'erreur? Parce qu'on est trop important pour entacher la réputation que nous avons, nous, face à nous. C'est pour ça qu'on a peur de l'erreur. Ne pas se prendre au sérieux, présentement, je suis en avant. J'ai déjà fait des conférences avec 2 personnes dans la salle. Et ça n'a rien changé. Parce que je ne faisais pas la conférence pour moi au niveau énergétique, je la faisais pour le monde dans la salle. 2 personnes, ça ne change rien. Au niveau émotif, je m'en fous. J'ai fait des conférences avec des salles pleines, de grandes salles, et ça ne me faisait rien de plus. J'ai même fait des conférences où j'actais. Je faisais le pitre. Et la majorité de la salle s'apprêtait à partir, que je continuais à faire le pitre. J'étais apparu devant le public avec une pile de feuilles, j'avais commencé à lire ma pile de feuilles, et là, quand le monde a vu que, oh non, c'est pas vrai, je te rappelle, et puis là, je lisais mal, le micro fonctionnait pas, on m'entendait pas, alors je plaçais le micro, je recommençais du début, alors ça devenait plate, et là, ça ne marchait pas encore, le micro, on entendait des bruits dans les haut-parleurs, alors je plaçais encore, je recommençais encore du début qu'une voix hyper plate, et à un moment donné, je fouille à terre, je connecte le micro, et là, je tape, ça marche. Un paquet de conneries. Ça a été génial. Je voulais frustrer l'auditoire pour que l'auditoire, parce que mon sujet cette soirée-là était la réalité de l'illusion. Et je voulais prouver à l'auditoire qu'ils étaient tous manipulables d'une façon incroyable. Alors, lorsqu'ils étaient tous prêts à me tirer leur chaise, j'ai dit, bon, maintenant la conférence commence. Et j'ai cessé mes pitreries, et j'ai mis mes papiers de côté, et j'ai commencé à expliquer. Et ma femme m'a dit par la suite qu'une personne avait été la voir à la fin de la conférence et elle avait dit que c'était bon en maudit. Dommage qu'au début, il y a eu tant de problèmes. Eh oui. Vu qu'on avait applaudi à la fin, cette personne qui n'avait sans doute rien compris se devait d'avoir trouvé ça bon. Parce que tout le monde avait trouvé ça bon. Mais n'avait rien compris pareil. Ça veut dire que si on souffre dans notre sérieux, c'est parce qu'on n'est pas libre, on n'est pas dégagé dans notre esprit quelque part. On a déjà des préjugés ou un conditionnement ou des idées préconçues de tout ce qu'on rencontre dans les rapports humains, les relations, tout ça. On est collectif. Regardez ceci. Si vous êtes individuel dans votre conscience,
C'est-à-dire que si tout ce qui est élaboré chez vous n'est pas entaché de ce qui est élaboré chez les autres, ça peut être entaché de ce qui se vit à l'extérieur, mais pas de ce qui se pense chez autrui au niveau d'opinion, au niveau de cette conscience. L'être humain normal va dire, ben oui, mais crime, pour te faire une opinion, c'est normal que tu aies demandé l'opinion des autres. T'es bonne la vue ce soir, hein? Ah ouais, t'es bonne. Oh non, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Oh non, il y avait ça. Ouais, c'est vrai, hein, puis c'était con, hein? Tu sors avec quelqu'un, si t'as pas aimé ça, tu peux facilement prouver, il va être d'accord avec toi. Puis si t'as aimé ça, tu peux prouver aussi, il va être d'accord avec toi avec. Sauf si il est soit individuel, soit suffisamment orgueilleux que lui va avoir raison. S'il est individuel, il se prend pas au sérieux, il n'argumentera pas, il va dire, ouais, t'as trouvé ça mauvais. Et voulez-vous une petite différence de parole? Celui, je prends l'eau ici, et je ne me prends pas au sérieux. Là, je l'aime pas. Je me prends pas au sérieux. Et maintenant, regardez un être humain normal qui se prend au sérieux. Ah, l'eau est pas bonne. Il y a une différence. L'eau est pas bonne. Ça veut dire que si tu y goûtes, il faudra que tu la trouves pas bonne. Parce qu'on va s'assiner. Je prends une lasagne. Ah, elle est bien pas bonne ta lasagne. Non. Je n'aime pas ta lasagne. Je serais plus ajusté. Parce que, au lieu de voir, de vivre, un autre exemple, je parle, François m'interrompt, puis après ça, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si je ne me prends pas au sérieux, je n'aime pas l'eau. S'il est intelligent, il ne m'astinera pas. J'ai mes papilles gustatives. Je sais si je l'aime ou non. Mais si je dis l'eau n'est pas bonne, cela implique le fait que moi, je pense que tout le monde est comme moi. Alors, si je ne l'aime pas, c'est que l'eau n'est pas bonne et vous ne l'aimerez pas non plus. C'est le problème. Comment tu as trouvé la vue? Ah, elle est bien plate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me faire critique d'art. Parce que ma critique, elle doit être écoutée par tout le monde, et lorsque j'écris que tel film est plate, n'allez pas le voir. Parce que sinon, vous aimez les films plates. Cela interdit donc à l'être humain de penser de par lui-même, et c'est ça le problème. Arriver à avoir une conscience individuelle veut dire que je ne demande plus jamais à un autre qu'il en pense pour moi me faire une opinion. Je n'ai pas besoin. Et si on me demande mon opinion, peut-être je la dis, peut-être je ne la dis pas. Si je la dis qu'on m'astine, je n'embarque pas dans ce jeu. Pourquoi embarquerais-je dans ce jeu? Je n'ai pas à gagner, je n'ai pas... Non, il voulait mon opinion, je lui donne. Lorsque j'étais jeune, on passe un examen en sciences religieuses et puis le professeur demande « Dites-nous ce que vous pensez de Dieu. » Alors moi, j'écris ce que je pense de Dieu et j'ai eu 0. Et là, j'ai voulu expliquer au professeur que vous n'avez pas dit « Dites-moi ce que moi je pense de Dieu. » Là, j'aurais écrit ce que vous pensez de Dieu, j'aurais eu 100 sur 100. Mais vous avez dit « Dites-moi ce que vous pensez de Dieu. » Alors j'ai 100 sur 100, c'est ça que je pense. Tous les élèves doivent avoir 100 sur 100. Ils ne peuvent pas avoir 15, 25, 75, puis 0, selon ce qui se rapproche de la conscience du professeur. C'est complètement stupide. Alors, un examen comme ça, tout le monde passe. Même si tu n'écris rien. Parce que tu fais totalement ce que tu penses de Dieu, rien. Alors, tu as 100 sur 100. Mais ça, c'est l'éducation de conscience. On veut que tout le monde soit similaire, placé dans le même pot, et lorsqu'une tête sort, on coupe. Lorsqu'un pied dépasse, on remonte un peu. On n'aime pas ça, les fous. Hein, vous n'aimez pas ça, les fous. Les arriérés, les débiles. Les ceux qui sont comme... On n'aime pas ça. Pourquoi on n'aime pas ça? Parce qu'ils ne sont pas normaux. Les handicapés, pourquoi on a de la misère avec? Parce qu'ils ne sont pas normaux. Et les génies, ils ne sont pas normaux non plus. Et les papes, ils ne sont pas normaux non plus. Mais eux autres sont infaillibles, au moins. Mais on a de la difficulté avec tout ce monde parce que nous, on les juge. Parce que nous, on est convaincus que nous étant parfaits, eux nous prouvent que l'être humain peut être différent et on ne veut pas vivre, souffrir le fait qu'on peut être différent, on veut être normal. Alors l'humain a inventé le mot normal. Il a créé la normalité dans laquelle on essaie d'imbriquer tout le monde. Et on a inventé un autre mot, anormal, pour culpabiliser ceux qui n'étaient pas normaux. Alors on va dire à quelqu'un, « Hey, t'es pas normal, toi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devrait se brancher pour qu'on dise « T'es normal. » La personne n'est pas normale si quoi? Si elle mange un steak pour déjeuner et qu'elle mange des œufs bacon pour souper.
Elle n'est pas normale. Pourquoi n'est-elle pas normale? Parce qu'elle ne fait pas comme tout le monde. Mais si elle fait comme tout le monde est content. C'est continuellement de cette façon que l'humain évolue, et c'est pourquoi je dis que l'être humain se prend au sérieux. Est-ce qu'on peut vous insulter sans que cela vous insulte? Ou vous êtes sourd, ou vous ne vous prenez pas au sérieux. Mais l'être humain normal, non, parce qu'il se prend au sérieux. Il a besoin de se défendre. Souffrez-vous? Vous vous prenez au sérieux. C'est très subtil de voir de quelle façon on se prend au sérieux. À chaque fois que l'être humain devient impatient, c'est qu'il se prend au sérieux parce que dans son inconscience, il calcule que tout devrait fonctionner de façon à ce qu'il puisse avancer, évoluer ou travailler convenablement. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est que vous vous prenez au sérieux parce que si vous pensez quelque chose, parfait comme vous l'êtes, on ne devrait jamais argumenter contre. Tout ce qui amène l'être humain à souffrir et tout ce qui le freine dans son évolution est le fait qu'il se prend au sérieux, mais qu'il ne fait rien sérieusement. Qu'est-ce que vous faites sérieusement, sauf vous prendre au sérieux? Parlons-en. Est-ce que vous vous occupez de votre santé sérieusement ou comme passe-temps? Est-ce que vous vous occupez de votre amélioration psychique, physique, vitale, astrale, mentale, supramentale, ou etc. sérieusement ou comme passe-temps? Est-ce que vous vous occupez de l'éducation des enfants sérieusement ou comme passe-temps? Les jeux, les jouets qu'on donne aux enfants, ce sont des débarrasse-moi. Et on essaie de créer des jouets qui sont de plus en plus éducatifs pour l'enfant, qui vont de plus en plus remplacer le temps des parents. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous lisez des livres sérieusement ou comme passe-temps pour vous distraire? Est-ce que vous étudiez sérieusement? Pas un domaine, différents domaines, de façon à être polyvalent, à être libéré. Ou si c'est encore des passe-temps. Est-ce que vous décorez votre maison sérieusement ou comme passe-temps? De temps en temps, sérieusement. De temps en temps, comme passe-temps. Votre travail, le faites-vous sérieusement? Ou encore une fois, si vous oubliez que vous vivez lorsque vous travaillez. Chaque fois qu'on sort d'une journée de travail et qu'on dit, bon, un autre de passé, c'est un autre de moins à vivre. Alors on ne fait rien sérieusement. Par contre, combien de temps et d'énergie appliquez-vous pour argumenter, vous défendre, discuter, convertir, convaincre? Si je dis à quelqu'un, je viens d'avoir un flash bizarre, puis j'ai l'impression que planétairement, ou quelque chose comme ça, la personne que vous connaissez pas dans le métro, elle va dire. Si vous lui dites, t'es bien laid, le cave. Oh, là, elle va vous parler. Oh, Christy, oui. Si vous vous tournez, elle va vous ramener. Voyez? Où est le sérieux de sa vie? Si vous dites à quelqu'un qui prend son enfant par l'oreille, qui le rassoit dans le métro, vous devriez faire attention, à un moment donné, ça fait mal l'oreille, il y a d'autres moyens de l'asseoir. Qui elle va éduquer? Vous. Elle va vous dire que vous n'avez rien à faire, vous devriez vous mêler de vos affaires, que vous êtes mal élevé, puis etc. Puis bon. Qu'est-ce qu'elle fait sérieusement? L'éducation de son enfant? Ou la défense de sa propre personnalité, de son ego? Vous êtes dans un restaurant, vous avez le goût d'éternuer, mais pas de mouchoir, puis de napkin parce que l'autre les a toutes pris, puis elle flou! Comment vous sentez? Ça, c'est sérieux. Ah, ça, c'est sérieux. Vous pétez sur votre chaise, personne ne le sait. Pas grave. C'est comique. Vous pétez sur votre chaise, tout le monde le sait. Ça, c'est sérieux. Et oui, c'est ça, se prendre au sérieux. Mais vous êtes malheureux. Vous ne pouvez pas être heureux parce que vous êtes continuellement à l'affût des jugements. Tout le temps. Tout le temps. Alors, on ne peut pas arriver à être libre, à être bien et à se dire, bon, maintenant que je me suis débarrassé de mon carcan anti-évolution, maintenant que je sais qui je suis, ben je fais. Savoir qui on est, c'est commencer par savoir qu'on est un véhicule, un être humain, donc dans un corps biologique, avec certaines formes de conscience qui peuvent partir d'une conscience vitale chez certaines personnes, conscience psychologique totale chez la majorité. Conscience spirituelle fait partie de la conscience psychologique. Conscience mentale chez d'autres, conscience supramentale ou conscience nouvelle chez quelques rares individus. Lorsqu'on est libre, cela veut dire que tout ce qui n'est pas important et tout ce qui est inutile ne vient plus prendre tout notre temps et toute notre énergie. Je peux donner des exemples pleins et pleins. On a besoin d'une médaille. Lorsque je faisais des compétitions de judo au Jeux du Québec, on me remettait une médaille.
Et tout le monde applaudissait, c'était... Bon, et moi, j'étais content. J'étais jeune et imbécile. À un moment donné, j'ai lâché la compétition pour me lancer dans l'éducation. Parce que me battre pour un public, je trouvais ça stupide. Me battre pour une médaille, je trouvais ça encore plus stupide. Par contre, apprendre à travailler avec mon corps physique pour que celui-ci ne me nuise pas, je trouve ça intelligent. Et instruire des jeunes, pas moralement, philosophiquement, c'était du judo. Les instruire pour que leur corps physique ne leur nuise pas, je trouvais ça intelligent. Et je me prenais plus au sérieux. Je m'étais pas dit, faut que tous les jeunes que j'ai arrivent à comprendre. Non, je n'avais pas de mission. Je me prenais pas au sérieux. Celui qui est missionné se prend au sérieux. Il a maintenant décidé que les énergies intelligentes ou les extraterrestres ou les dieux, n'étant pas suffisamment capables d'aller voir rencontrer le monde, ont décidé que moi, j'étais pour y aller. Ah oui. Mais il se prend au sérieux parce que tu n'avais qu'à lui dire que c'est un farfelu. Puis là, il t'envoie toutes les foudres de Dieu sur toi. Se prendre au sérieux, c'est la pire bêtise de l'être humain. On ne peut pas penser à vivre bien, à vivre heureux, à éduquer bien, à s'éduquer bien, à être en santé, à être quoi que ce soit, tant que 3/4 ou beaucoup plus de nos énergies sont placées là où ce n'est pas sérieux. Est-ce que ça revient à dire, Daniel, à travers tout ça, que le problème majeur, c'est d'avoir l'impression qu'on a des comptes à rendre à la société alors qu'on n'en aurait qu'à notre propre conscience, dans le fond, puisque tu dénonces le phénomène du jugement, de la comparaison, de la compétition, de l'identification, etc. Tous ces problèmes-là viennent justement du fait qu'on a cette impression d'avoir des comptes à rendre à la société. Est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine de ce problème-là, le sérieux qu'on met là-dedans? Oui, parce que l'être humain vit dans une conscience collective, parce que manipulant un, tu manipules tout le monde. Tu as été instruit et éduqué par des mécanismes sur lesquels on peut revenir, que tu devais toujours dire à l'extérieur de toi ce qui se passait chez toi de façon à ce qu'on puisse te replacer. Alors tu devais à un moment donné aller te confesser, et la confession dans les religions est une invention tout à fait géniale, tout à fait intelligente pour deux raisons, pour libérer l'humain et pour pogner l'humain. Et ce qui est intelligent, et ce n'est pas une invention de l'Église, la confession. L'Église n'a pas le privilège d'inventer la confession. C'est que l'intelligence et l'absurdité, la liberté ainsi que l'esclavage étaient mêlés ensemble dans la confession. Parce que je m'arrangeais, ou l'intelligence ou le prêtre s'arrange, ou l'Église ou la morale ou les lois s'arrangent, pour que toi tu te sentes coupable si tu fais certaines choses, et tu ne peux plus vivre avec cette culpabilité qui va te dévorer. Tu vas voir le prêtre qui, au nom de Dieu, tandis qu'un péché, ça se confesse au nom de l'homme, qui, au nom de Dieu, te pardonne, alors tu pars plus coupable. Alors tu n'as pas d'ulcère d'estomac, alors tu n'es pas malade parce que tu viens de te libérer, parce qu'on t'a autorisé à te libérer, tandis que chaque être humain doit se libérer seul, il n'y a pas besoin de le demander. Et l'autre partie, ça c'est la partie libératrice, la partie de l'esclavagiste, c'est que tu venais stouler tout ce que tu faisais. Ouais, tu crées un lien de dépendance aussi. Avec... Alors l'Église savait tout ce que chacun d'entre les humains de sa collectivité faisait et pensait. Alors, c'était donc facile à un moment donné, dans un feuillet paroissial ou de quelque autre façon, d'arriver à dynamiser une troupe, à bouger, à faire déplacer une population au niveau de ses idées, parce que connaissant tout. Moi, je me rappelle que ma mère, elle s'est fait sortir dehors d'une église à un moment donné, parce qu'elle avait osé avouer au prêtre qu'elle ne voulait plus d'enfants. Parce qu'elle n'avait plus d'argent pour élever. Alors, le prêtre est mis dehors, elle n'est jamais revenue. Alors, c'est un mécanisme de collectivisme. L'être humain est instruit et c'est tout à fait intelligent parce que dans l'Antiquité, l'être humain n'avait pas de faculté d'être conscient, par contre, il avait la faculté de désirer. Désirant sans conscience, il faisait ce qu'il voulait. Et ça, on est à l'époque de Cro-Magnon, et même, disons, dans le temps de Moïse, ça a commencé à être un peu plus collectif. On s'est arrangé pour collectiviser l'être humain. D'ailleurs, c'est là que la religion monothéisme est apparue, pour que l'être humain se réalise sous la même bannière, le même drapeau ou le même Dieu, de façon à ce qu'il cesse un perpétuel entretuement, pour rien, pour créer une société ou un cadre d'évolution de l'être humain, parce que l'être humain a une raison d'être sur la planète Terre, qui pourrait se multiplier sans continuellement se détruire. Multiplier au niveau physique, mais aussi au niveau de l'idéologie. Donc de la spiritualité. Un peu plus tard, l'être humain devient totalement collectif. Alors l'être humain a toujours l'impression qu'il doit se référer à l'extérieur pour savoir s'il agit bien, parce que c'est devenu extrêmement primordial chez lui de bien agir.
Et bien agir veut dire agir en harmonie avec ce que l'on veut que tu fasses. Alors, bien agir veut dire tuer l'infidèle, tu tues l'infidèle. Pour l'infidèle, bien agir veut dire rester en vie et tuer le chrétien, alors il le fait. Tous les deux agissent bien et au nom de ce bien agir, les deux s'entretuent. Alors, ça va être continuellement comme ça au fur et à mesure des 2000 ans, même des 4000 ans d'histoire qui vont suivre, où l'être humain essaie de bien faire en relation avec ce que les autres vont dire. Alors, on dit, tu as bien fait, tu es correct. Tu es, bon, alors là, l'être humain est content, il a donc besoin d'être motivé par une personne qui a reçu l'autorité de motiver. Et ça devient important. Si mon copain de hockey vient me dire « t'as bien joué », ça va. Mais si l'instructeur me dit « j'ai bien joué », c'est mauditement mieux. Mais si la foule qui a payé applaudissent et font une ovation debout, alors là, c'est impeccable. Et si un ministre vient me féliciter, alors là, je tombe dans les pommes. J'ai besoin, à un moment donné, l'être humain a besoin d'être félicité, il a besoin qu'on lui dise qu'il a bien fait, mais d'une personne qui a reçu l'autorité de bien le dire. Le lieutenant dit au caporal, c'était bon, mais le capitaine vient le voir, il félicite. Le général se déplace, alors là, t'es aux oiseaux. Là, tu penses tout de suite à devenir autre chose. Tu as besoin, l'être humain en a besoin. Ce mécanisme, il est bon parce qu'il permet à l'être humain d'agir dans le même sens, coordonné de la même façon. C'est essayer de pousser tout de travers. Ça crée donc des sociétés de plus en plus grosses, de plus en plus orchestrées, où on aura de moins en moins de pauvreté si elle est bien orchestrée. Mais ça n'ôtera pas la souffrance chez l'être humain. Absolument pas. Ça permet un cadre pour pouvoir appliquer une transmutation matérielle de façon à libérer, à permettre à l'être humain d'arriver un jour à se libérer des contraintes matérielles. C'est pas encore fait. Et comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'un individu qui est en train de s'individualiser dans sa conscience, de devenir différent, pour pas dire anormal, il devient différent. Comment est-ce qu'il peut fonctionner avec la collectivité? Est-ce que c'est conciliable, ça? Si tu es un individualiste, comment peux-tu vivre dans le collectif? Bon, on a besoin du collectif. Tu vis dans la société, tu ne peux pas la rejeter. Officiel. Il y a une nuance qu'il faut faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent collectivement seules, et on a quelques rares personnes qui vivent individuellement dans la collectivité. Alors, il y a une grosse nuance. Si vous êtes toujours seul chez vous, vous ne sortez pas, vous rencontrez personne, vous n'allez pas au but, vous êtes tout à fait collectif, mais vous êtes seul. Individuel de par le physique, mais collectif de par la conscience. Alors, une personne peut être individuelle de par la conscience, et elle restera collectif de par le physique. Elle vivra dans une collectivité. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de facilité. Il y a une intelligence d'être regroupée. Il y a eu une intelligence d'être collectif dans la conscience. Maintenant, il y a une intelligence visible d'être individuelle dans la conscience. Présentement, vous ne devez plus faire en sorte d'être égalisé à l'évolution de la masse. Vous devez arriver à évoluer seul, plus rapidement que la masse. Mais si vous vous prenez au sérieux, vous ne pourrez pas parce que vous ne pourrez pas être différent. Tout à l'heure, on parlait du pape. Tu veux être le pape, mais tu ne veux pas t'habiller comme le pape parce que c'est gênant. Tu ne seras pas pape. La personne qui veut s'améliorer plus rapidement que la collectivité, pas que son voisin, la prend au sérieux. La personne qui veut simplement être libérée des freins collectifs de l'évolution ne peut pas se prendre au sérieux parce qu'elle va automatiquement être pointée du doigt. Alors, si elle ne se prend pas au sérieux, elle est libérée. François d'Assise, François qui est né à Assise, ne se prenait pas au sérieux. Mais il a agi sérieusement. C'est un exemple qui peut être connu pour certains. On peut en nommer plusieurs autres exemples de personnages qui ont agi sérieusement, mais qui ne se prenaient pas au sérieux. Et c'est très, très important de percevoir la nuance entre être capable d'agir sérieusement en étant libre de ce qu'autrui vont daigner penser. Est-ce que c'est nécessaire que mon travail soit reconnu à l'échelle canadienne pour que je me dise ça valait la peine? Mais non. Il peut être tout à fait ésotérique sous la table, et s'il est intelligent, le travail se fera. Si un autre le poursuit, un autre le poursuivra. Et ça n'a aucune importance de savoir si j'ai réussi ou manqué mon coup. L'erreur, savez-vous ce que c'est? L'erreur, c'est la peine. C'est le paiement de l'être qui se prend au sérieux. Et la réussite, c'est la récompense de l'être qui se prend au sérieux. Et la personne qui ne se prend pas au sérieux ne réussit jamais. Et elle ne manque jamais. Elle ne peut pas faire d'erreur. Elle peut se rendre compte que son action a mal été coordonnée parce qu'elle n'avait pas la possibilité de comprendre comment elle devait le coordonner. L'être ancien appelle ça une erreur. Et au nom de l'erreur, il commence plus. Tandis que l'être nouveau, lui, non, c'est un mécanisme, comme lorsqu'il pleut, en pleine période de pluie, lorsqu'il pleut et qu'on est déjà inondé, c'est une erreur du ciel. Je parle des nuages. Mais les nuages s'en foutent. Et ça serait intelligent qu'il pleuve là où il y a sécheresse et qu'il fasse chaud là où il y a trop d'eau.
Mais si on manque, c'est un manque, c'est une inharmonie, une inécologie. Mais on s'en fout. On essaie de pallier, on essaie de mieux faire. Alors on peut donc recommencer la même chose en essayant de l'améliorer inlassablement, erreur après erreur pour les autres, jusqu'à temps qu'on arrive à ce que les autres appellent le résultat, et nous on appelle ça un accomplissement. On s'en fout de réussir ou de manquer son coup, alors on ne souffre plus. Vous avez peur de manquer quelque chose? Si cela ne vous tient plus, si ça n'a plus aucune importance que vous le manquiez, vous allez pouvoir mettre toutes les énergies à la réussir. Mais pour pouvoir mettre les énergies à la réussir, il faudra aussi que ça n'ait plus d'importance de réussir. Parce que si c'est important de réussir, ça sera aussi important de ne pas manquer son coup. Et de l'énergie placée dans ces deux phénomènes émotifs, il va vous en manquer peut-être pour agir convenablement. Alors, je vous invite à poser des questions sur tout ce qui peut subtilement vous donner l'impression. J'aimerais qu'on fasse un travail peut-être plus face à face. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez ceux qui se prennent au sérieux des phénomènes où ils pourraient peut-être penser qu'ils ne se prennent plus au sérieux. J'aimerais pouvoir parler sur ces mécanismes. Et ceux qui croient être libérés de ce mécanisme, parlez-moi sur papier. Et puis on va voir jusqu'à quel point. Lorsqu'une personne est malade, physiquement, si c'est une maladie qui est régie par l'évolution planétaire, une maladie planétaire, c'est qu'elle assume un karma collectif. Donc, ce n'est pas parce qu'elle se prend au sérieux. Elle peut se prendre au sérieux, mais ce n'est pas ça qui va déterminer chez elle la maladie. Je parle de l'asthme, dans différentes formes d'asthme. Je parle de pneumonie. Je parle de certaines maladies vénériennes. Je parle de fibrose kystique et de d'autres formes de maladies qui ne sont pas reliées à l'expression maladroite de la psychologie dans le corps physique par l'intermédiaire de la vie ou du corps vital. Lorsqu'une personne, par contre, exprime dans son corps une désharmonie ou une trop grande soif d'énergie vitale, ce qui va se transmettre par le corps physique en maladie physique, c'est qu'effectivement, elle se prend au sérieux parce qu'elle n'a pas la faculté d'exprimer l'énergie maladroite de sa psychologie à l'extérieur ou dans sa conscience de façon à la régler. Elle peut être réglée par un psychologue, elle peut être réglée par un acupuncteur, elle peut être réglée par différentes personnes ou par différents moyens. Mais si elle n'a pas la faculté de le faire, c'est qu'elle place trop d'énergie ailleurs au lieu de la placer dans la restauration de sa maladie. Cela veut dire que lorsqu'une personne est malade, ulcère d'estomac, problème cardiaque, coronarien, même génétiquement, mal de dents, mal de tête, différentes maladies cutanées, quoique certaines sont planétaires, donc ne regardent pas la psychologie qui se prend au sérieux. Maladie intestinale, presque toutes les formes de maladies digestives, circulatoires, cardiaques ou cérébrales, et même plusieurs formes d'arthrite, de maladies de dégénérescence, vont être causées par l'ego qui se prend au sérieux et qui dynamise toute l'énergie du corps vers sa défense, vers la défense de l'ego, vers l'expression de l'ego, vers la lutte de l'ego à avoir raison, ce qui n'en laisse pas assez pour le corps physique ou le corps vital pour pouvoir conserver sa santé. Le corps physique est malade, tributaire de la psychologie maladroite de l'ego, simplement pour pouvoir forcer l'ego à devoir comprendre que ce n'est pas lui qui mène le jeu. Donc, qu'il y a des lois écologiques à respecter et que tant que l'ego va refuser de vivre dans ces lois pour essayer de vivre dans des lois qu'il va lui-même créer, il devra apprendre à souffrir parce qu'il devra apprendre à rentrer dans un chemin qui ne sera plus dicté par l'ego, par les désirs ou par l'émotion, mais qui sera dicté par l'intelligence de son esprit, esprit qui présentement ne peut pas l'habiter parce que l'ego prend trop de place. Petite question bien simple, bien banale, mais très importante à mon avis. Là, je les aime comme ça. En tout cas, la gêne, la timidité, est-ce que ça fait partie de se prendre au sérieux? Une personne extrêmement orgueilleuse va être gênée et timide. Et lorsqu'elle est timide, elle risque d'être humide.
Alors, l'humidité, la timidité et la gêne font partie du phénomène de se prendre au sérieux. Lorsque je pointe une personne, elle est gênée. Lorsqu'une personne fait quelque chose qui, normalement, n'est pas reconnu, elle est gênée. Le fait de péter, hein, c'est un exemple bien banal, qui fait rire. Parce que lorsque l'on rit, c'est que, justement, ça touche une corde chez nous, c'est gênant. Alors, la timidité, c'est d'avoir peur de ne pas être reconnu par les autres. La gêne, c'est de se rendre compte qu'on est vu par les autres. C'est un mécanisme de se prendre au sérieux. Cette manie de s'évaluer sur l'amélioration de certains défauts, de se voir plus évoluer ou moins évoluer sur quelques points, cette tannante d'introspection quotidienne obsédante, fait-elle partie du fait de se prendre au sérieux? Il y a chez l'être humain un mécanisme salvatoire, celui de l'observation. L'observation qui va être opérée par l'énergie mentale chez l'être humain, et cette énergie mentale va observer le dilemme que pose l'ego, le dilemme que pose la psychologie, l'émotion, le désir, l'astral, pour résumer. Lorsque l'ego s'observe lui-même, c'est qu'il se prend au sérieux et qu'il essaie de s'ajuster au concept qu'on lui a donné de ce que c'est qu'un être correct ou même parfait. Alors, lorsque vous vous observez constamment et que de par cette observation, vous vous critiquez, donc que vous vous condamniez, accréditiez, lorsque vous vous jugez, c'est que vous avez l'idée de ce que vous devriez être et observant ce que vous êtes, ce processus peut vivre. Lorsque l'énergie mentale, ce qui vous permet de pouvoir voir une chose telle qu'elle est, sans qu'elle soit déformée par ce que vous voudriez qu'elle soit, par ce que vous auriez voulu qu'elle soit, par ce qu'elle aurait dû être. Si vous êtes capable de voir une chose telle qu'elle est, sans qu'elle cela soit colorée par votre émotion, par votre amour, par vos désirs, par votre crainte ou votre peur, c'est que c'est le mental qui observe, ce n'est pas ce que moi j'appelle l'astral, ce n'est donc pas le monde de l'ego, le monde de l'émotion, des désirs, des peurs et des craintes. Si l'énergie mentale est capable de s'observer calmement et d'observer ce que l'ego fait, alors il n'y a pas de perte d'énergie, vous ne vous prenez plus au sérieux. L'énergie mentale a comme rôle l'observation. L'énergie astrale a comme rôle le jugement. Alors lorsque l'on juge et que l'on opère même par-dessus l'énergie mentale qui devrait observer, pour pouvoir analyser d'une façon logique, efficace, conséquentielle quelque chose, l'ego se prend au sérieux. Si vous achetez une automobile par goût, avant de l'acheter par utilité, votre énergie mentale n'a pas de puissance. Votre énergie égoïque a de la puissance et vous vous prenez au sérieux. Si vous achetez quelque chose ou si vous faites quelque chose parce que vous envoyez l'intelligence, si ça vous plaît en plus, tant mieux. Ça ne vous plaît pas et vous le faites quand même parce que vous envoyez la conséquentialité dans le temps, votre énergie mentale a de la puissance. Et elle domine là où elle doit dominer, tandis que votre énergie émotive s'exprimera lorsqu'elle doit s'exprimer. Cette manie, si c'est une manie, c'est achalant. Si c'est achalant, c'est expérimenté, mémorisé. C'est de l'ego. Qui observe de l'ego. C'est se prendre au sérieux. De s'évaluer sur l'amélioration de certains défauts. Donc, on a le concept de ce que c'est l'amélioration et on veut travailler là-dessus. C'est de l'ego. On se prend au sérieux. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas efficace? Parfait. Est-ce que c'est intelligent d'être inefficace? Dans votre cas, si vous dites oui, pas de problème. Vous ne pouvez pas en souffrir. Mais si vous dites oui que vous en souffrez, c'est que vous vous défendez. Est-ce que c'est intelligent de souffrir? Si vous dites oui, c'est intelligent de souffrir, alors continuez à souffrir. Ça ne reste pas à vous. Mais si vous trouvez que ce serait peut-être plus intelligent de ne pas souffrir, pas de détruire l'extérieur pour cesser de souffrir, non, non. De laisser l'extérieur tel qu'il est, mais de ne plus souffrir.
sans devenir l'esclave de l'extérieur, mais en devenant le maître contrôleur de sa propre vie. Si vous trouvez ça intelligent, je vais vous parler. Si vous trouvez intelligent d'être conséquentiel, d'avoir une réponse à ce que vous voulez faire et de voir l'intelligence de ce que vous devez faire, vous n'aurez plus besoin de vous prendre au sérieux et vous allez être libéré de l'ego. Mais lorsqu'une personne se doit continuellement de vérifier ce qu'elle a fait pour savoir si elle a bien fait, c'est qu'elle prend ce qu'elle a fait, ce qu'elle a en mémoire, et elle l'observe par rapport au concept de ce qu'elle voulait faire. Elle se prend au sérieux. Vous faites. Je dis souvent, on doit comprendre que vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites. Parce que vous faites toujours quelque chose à partir du maximum que vous avez comme possibilité. Alors vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites. Alors vous ne pouvez donc pas perdre du temps, des manies, à observer ce que vous avez fait par rapport à ce que vous auriez pu faire. Vous n'auriez pas pu le faire, vous ne l'avez pas fait. Le lanceur qui lance une balle au baseball, s'il la lance croche, est-ce qu'il peut dire « j'aurais pu faire mieux » ? Non. Il ne peut pas dire « j'aurais pu faire mieux » parce que s'il aurait pu faire mieux, il aurait fait mieux. Mais il peut dire « il y a quelque chose de pas correct ». Il se prend pas au sérieux, il veut un résultat. Il se condamne pas, il juge pas. Il observe le résultat et lui est une partie de l'événement qui a créé le résultat. Alors il se dit, je veux lancer là. Alors il recommence et il observe sans juger, manque son coup. Pas de problème. Et là, il va être capable de s'entraîner. S'il se prend au sérieux, après 3 lancers, selon lui, il aurait dû réussir. Il va abandonner ça, il n'est pas bon. Il refuse l'entraînement. On ne se condamne pas, on ne se juge pas, ça fait partie de la morale ancienne qui régit la conscience collective de l'être ancien. Le résultat et l'efficacité est ce qui doit dominer dans votre vie. Pas savoir si vous avez bien fait. C'est efficace ce que vous faites, vous avez bien fait. C'est pas efficace, vous avez mal fait. Et pas efficace par rapport à autrui, efficace par rapport à vous. C'est ça qui est important. Une personne ici te demande pourquoi est-ce qu'elle a de la difficulté avec l'autorité, les boss. C'est drôle que tu dises toujours une personne, hein? Comme si je m'attendais à ce que m'en donnait un chat ou un oiseau. Ah, pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté avec l'autorité? Parce que vous n'avez pas d'autorité. La personne qui a de la difficulté avec l'autorité, elle est jalouse de l'autorité. Une jalousie qu'elle s'avoue? Peut-être pas. Ça peut se passer au niveau de sa pensée inconsciente. Ça s'exprime dans sa pensée consciente par un mécanisme qui l'embête. Elle est jalouse, et il y a autre chose, elle ne connaît pas parce qu'elle ne comprend pas l'autorité, et deuxièmement, n'ayant pas elle-même la faculté de s'autoriser, elle est toujours en lutte, si elle se conscientise le moindrement, avec l'autorité extérieure. Si elle a peur de l'autorité, c'est qu'elle se croit médiocre. L'autorité, ça n'existe pas. Sauf si des êtres humains la donnent à quelqu'un. Votre patron, un boss a l'autorité. Mais est-ce que vous devez vous sentir tremblant lorsque le boss rentre? Non, le boss a une autorité psychologique si vous lui la donnez. Est-ce que cela veut dire qu'on doit lui ôter son autorité psychologique? Oui. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus écouter le boss? Non. Le patron a une fonction, celle de coordonner. L'employé a une fonction, celle d'écouter celui qui coordonne. Parce que s'il est capable de se passer du coordonnateur, c'est qu'il est capable de devenir le coordonnateur. Mais la fonction reste la même, c'est essentiel d'avoir un coordonnateur lorsqu'il y a différentes personnes qui travaillent. Si le boss rentre et parce qu'il est le patron, il veut que tout le monde tremble, non. Non. Il devra apprendre à trembler lui aussi. Mais si on veut ne plus écouter le patron, si on veut se prouver qu'il n'est pas notre boss et qu'on n'en a pas peur en lui faisant peur, c'est parce qu'on en a peur qu'on doit se prouver qu'on n'a pas peur. Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté avec l'autorité?
Parce que vous voyez l'autorité comme elle n'est pas ou comme elle ne doit pas être vue. Moi, j'ai de l'autorité par rapport à ce que je vais dire? Peut-être. Est-ce que j'ai de l'autorité de décider ce que vous allez vivre? Non. Ça ne me regarde pas, c'est votre autorité qui doit prédominer. Est-ce que j'ai l'autorité de dire ce que vous devez penser? Non. C'est votre autorité qui doit prédominer. Mais si on fait un travail ensemble, il y aura quelqu'un qui devra coordonner les efforts de tout le monde pour que ça fonctionne. Le pilote d'avion, est-ce qu'il a une autorité? Oui. Il doit se soumettre à l'autorité de la tour de contrôle, parce que si toutes les autorités de tous les pilotes décident de se prendre au sérieux et d'atterrir lorsque bon leur semble, ils vont réussir, mais ils ne décolleront plus. Parce qu'il n'y aura plus d'avion. Alors même si on a une autorité suprême, quelque part, on doit comprendre l'intelligence du coordonnateur, du boss ou du chef. Si le boss se prend au sérieux et que ça vous fait quoi? C'est que vous vous prenez au sérieux. Prenez-vous plus au sérieux. Vous allez trouver ça drôle en maudit de voir un gars qui se prend au sérieux. Alors, faut pas libérer le boss de sa propre misère, faut que vous vous libériez vous. J'en ai eu des patrons. J'ai même eu un jour qui m'a lancé une clé d'ambulance parce qu'il trouvait qu'il était suffisamment bon pour me lancer une clé et ça ne tentait pas de venir dans le garage me l'apporter. Et la clé a suivi une trajectoire très risible. Ça me fait plaisir de la voir venir. Elle est tombée droit dans le canal. Et c'était la seule clé qu'on avait pour sortir ce véhicule-là. Moi, je m'en allais. Et j'ai vu un boss, presque à genoux, en souliers, à vider un canal plein de bouettes et de toute autre chose, bien bizarre, parce qu'il y a de l'huile, il y a du cambouis, il y a tout ce qu'il faut, à la recherche de l'ultime clé. Il n'a plus jamais lancé de clé. C'est son affaire de se prendre au sérieux, c'est son affaire de croire qu'il a de l'autorité. Si vous la vivez, c'est que vous lui en donnez. Donnez-lui en pas, restez poli. Parce que si vous êtes impoli, vous vous prenez au sérieux. Faut juste analyser le mécanisme de la personne qui se présente. Bonjour, boss, parfait. Connaissez son prénom, puis appelez-le par son prénom. Ça marche souvent. Appelez-le au moins par son nom de famille. Mais le prénom, ça marche. S'il vous appelle monsieur ou madame un tel, appelez-le monsieur ou madame un tel. Si vous appelle par votre prénom, trouvez son prénom. Oui. Pas pour vous prendre au sérieux. Pour l'instruire que vous êtes un être humain debout, comme n'importe quel être humain debout. Ça va être un effort pour celui ou celle qui se prend, qui se croit médiocre et qui a de la difficulté à avancer dans la vie. C'est un effort qu'elle doit faire parce qu'elle a de la difficulté à avancer, parce qu'elle ne croit pas en elle, elle croit en les autres. Et elle maudit les autres parce qu'elle a l'impression que autrui l'empêche de croire en elle. Un joueur de hockey demande OK. comment puis-je faire un travail de hockeyeur sérieusement si je dois me conformer aux normes établies sans pour autant être en accord avec ma conscience individuelle? Sans perdre ma job, comment puis-je vivre en ayant un travail basé sur des intérêts établis? Connaissant les intérêts établis, si vous acceptez de poursuivre, vous acceptez donc le contrat. Alors, si on accepte de poursuivre, c'est qu'on accepte le contrat. Acceptant le contrat, on ne peut pas vouloir le changer une fois qu'on a accepté. On change le contrat avant de le signer, on l'assume une fois qu'on l'a signé. Je parle pas juste de signature comme ça. Dans le hockey, c'est un sport particulier où il y a des contraintes particulières, où il y a différentes choses, comme dans beaucoup d'autres professions ou métiers. Si on embarque, on accepte les règles du jeu. Se prendre au sérieux, c'est de vouloir appliquer nos règles du jeu. C'est sûr qu'à un moment donné, prenons sur la glace, quelqu'un arrive, un hockeyeur, et il vous donne un bon coup de coude en plein visage. Ce n'est pas permis. Mais entre vous et moi, on sait bien que c'est permis. Alors, on est frustré. Regardez, je prends un exemple différent pour le hockeyeur. Prenons-nous sur la route. Lorsque vous vous faites dépasser par une automobile qui vous coupe la journée où ça vous tente de rouler convenablement, ça frustre. Et là, on décide d'éduquer l'autre à appliquer les règlements.
Mais nous, souvent, on les applique pas non plus. Lorsque le joueur de hockey rentre avec son coude, bang, puis il défonce tout le monde, tu sais, tout le monde le fait, c'est de même ça se joue. La journée qu'il décide d'être pacifique parce qu'il rentre d'un témoin de Jéhovah, tout le monde rentre dedans, badang, badang. Là, il est en beau maudit. Mais les règles du jeu, qu'elles soient inscrites ou qu'elles soient morales, ceux-là sont morales, c'est-à-dire qu'ils sont orales. On doit jouer avec. Est-ce que cela veut dire qu'on doit éduquer l'autre à pu nous rentrer dedans, rentrant dedans 2 fois plus fort? Là, on se prend au sérieux. Et vu que l'autre se prend au sérieux, il va vouloir nous éduquer lui avec en nous rentrant dedans 3 fois plus fort. Et 4 et 5, et les gants à terre et le chapeau à terre, ou bien encore dans la gueule de l'autre, puis après ça, on se bat. Au niveau paperasserie, c'est le même phénomène. Vous achetez une automobile, vous signez un contrat. Le voleur vous a fourré parce que vous n'avez pas lu? Non. Vous vous êtes lu. Vous vous êtes volé. Vous signez un contrat, c'est que vous allez devoir accepter de le vivre. Vous votez un parti, vous allez devoir accepter de l'endurer. Alors, c'est le même mécanisme pour n'importe quoi. Avant de s'impliquer, on transforme. Lorsqu'on accepte, on accepte. Si on n'accepte plus, allez-vous-en. Si tout le monde n'accepte plus, tout le monde s'en va. Et on pourra repartir avec de nouvelles bases. La différence entre être imbu de soi-même et faire attention aux patterns pour qui on se prend. C'est peut-être la nuance à faire plutôt que la différence. Le problème chez l'humain, c'est qu'il n'a aucune conscience de son rôle sur la Terre. Il n'a aucune conscience de son rôle dans le cosmos. Il ne sait pas qui il est cosmiquement et il ne sait pas pourquoi il est planétairement. L'être humain, ne sachant ce qu'il est à l'échelle de la planète et ne sachant ce qu'il est à l'échelle cosmique, va tenter de s'instruire de ce qu'il est dans le monde où il peut percevoir des choses. Alors, il va essayer de se créer un contexte dans le monde planétaire, dans son monde physique pour commencer, dans son monde conscient élaboré par les sciences physiques et dans son monde de sommeil, le monde où il dort, ou même le monde des morts. Créant un contexte à l'intérieur de cela, l'être humain le dynamise et le considère comme étant la réalité, et cela est essentiel pour lui permettre d'exister. Alors l'être humain existe. Existant, il a peur de ne plus exister. Il a maintenant peur de la mort. Ayant peur de la mort, il crée maintenant un nouveau monde dans le domaine des morts pour pouvoir être une suite apparemment logique au monde qu'il s'est créé dans le domaine des vivants. Là, le rôle fondamental de la psychologie de l'homme lui permet d'assumer une existence tant que ces différents véhicules ou ces différents corps terrestres ne sont pas prêts à recevoir l'intelligence. Lorsque la psychologie a permis à l'humanité de survivre malgré la débauche totale, malgré l'absurdité matérielle, la souffrance et tout le tralala, lorsque la psychologie a permis à l'être humain de survivre jusqu'au contact avec l'intelligence, avec l'énergie supramentale ou avec l'Esprit Saint, cette psychologie qui maintenant a l'expérience de la vie, a la facilité de se prendre au sérieux et de se prendre pour l'esprit et de se prendre pour l'intelligence. Cette psychologie a même la faculté de transmuter la matière, donc d'apparemment créer, d'inventer. Cette psychologie a même la faculté de remplacer l'intelligence dans le contexte planétaire, mais cette psychologie a un défaut. Elle ne peut pas savoir ce qu'elle ne sait pas. Ne pouvant savoir ce qu'elle ne sait pas et se prenant au sérieux, elle maudit le reste de ce qu'elle ne sait pas de lui faire peur. Se prenant au sérieux, elle a l'impression qu'elle devrait tout savoir. Alors elle se met dans une recherche d'évolution pour essayer d'agglomérer en elle l'univers. Pour tout savoir. Alors elle essaie de prédire l'avenir pour savoir l'avenir. Alors elle essaie d'inscrire dans des livres, dans des films, dans des photos le passé pour ne pas oublier le passé. Alors cette psychologie qui se prend au sérieux
et qui est limitée veut avoir en elle l'univers. Cet univers, au sens du savoir, s'approche d'elle. Parce que dans les temps actuels, l'homme, la femme et l'enfant s'approchent de ce savoir universel. Un savoir universel qui aura la piètre allure d'un savoir instantané pour l'ego. Donc un savoir qui ne pourra pas être emmagasinable avant même de pouvoir s'en servir. Un savoir qui sera su et connu que lorsqu'il sera nécessaire. Libérant de par le fait même l'être humain de sa quête éternelle vers la connaissance. L'être humain n'aura plus besoin de connaître, il saura. Mais il saura lorsque ce sera nécessaire, il ne saura pas avant. Alors l'ego, qui se prend au sérieux, qui doit savoir avant, pour être sécure, doit savoir avant. C'est pourquoi il veut prédire l'avenir, c'est pourquoi il lit l'horoscope, c'est pourquoi il a besoin de plusieurs choses pour pouvoir savoir avant. Au cas. Alors cet ego qui doit savoir avant se voit frustré par son esprit qui lui donne l'information instantanément lorsqu'il en a besoin, mais pas avant. Et pas après. Alors l'ego qui se prend au sérieux devra apprendre à plier les genoux devant l'esprit. Il devra apprendre aussi à mourir pour laisser l'esprit venir s'exprimer chez lui. Cet ego qui se prend au sérieux et qui a eu un rôle primordial dans ce sérieux qu'il a joué face à lui-même, doit apprendre à disparaître. L'ego, c'était sérieux. Mais ce n'est plus sérieux. L'esprit, c'était le but. Le savoir était le but. Il n'est plus le but. Il commence à être le résultat. Et tant que l'ego qui se prend au sérieux n'est pas prêt à assumer ce résultat, il va le repousser pour le conserver comme but. Parce que chez lui est devenu plus important la recherche que le résultat. Et c'est le problème de l'humain, qui refuse de devenir ce qu'il est parce qu'il préfère le rechercher, ce qu'il est. Ça répond à la question parce que ça répond même plus loin que la question. À travers le fait que l'être humain atteint ce savoir instantané où il n'a plus besoin de rechercher parce qu'on n'a qu'à lui poser des questions pour qu'il puisse répondre et la connaître, il y a la facilité et la faculté chez cet être humain nouveau de pouvoir s'adapter à l'écologie psychologique de chacun des êtres humains anciens ou transitifs, de chacun des êtres humains qui se prend au sérieux. Alors, pour qu'un employé respecte le patron jouera son rôle de patron, tandis qu'avant, il vivait son rôle de patron. Moi, je ne vis pas mon rôle de conférencier, je le joue. Lorsque l'acteur se prend au sérieux dans son rôle, il le vit, et on se dit de lui, il est à son meilleur. Il ne peut pas être à son meilleur dans tous les rôles. Mais s'il apprend à jouer tous les rôles, il découvrira que la vie est un jeu. Ça peut être souffrant pour lui. Chez l'être nouveau, il joue. Mais il est conscient de jouer, tandis que chez l'être ancien, il joue, mais il ne le sait pas. Il se prend au sérieux dans son rôle. Alors lorsqu'on lui dit « ton rôle, c'est fini. Il est maintenant temps pour toi de changer de rôle. » Il veut pas. J'ai toujours été chevalier, moi. Donnez-moi un rôle de chevalier. Non. Non. Un rôle de pilote de course. Je peux t'amener mon épée avec moi. Puis non. Non. Tu embarques dans un auto de course et tu... Je veux un rôle de chevalier. Non. Tu ne peux plus jouer au chevalier. Il n'y en a plus. Je veux un rôle d'être humain qui prie. Qui prie quoi? Qui prie Dieu. Pourquoi? Pour le rejoindre. Tu dois l'exprimer, tu ne peux plus le prier. Mais l'humain refuse. L'humain veut prier Dieu. L'humain veut appeler Dieu. Mais l'humain ne veut pas l'exprimer. L'humain ne veut pas laisser la place à Dieu chez lui. Et lorsque l'humain laisse apparemment la place à son Dieu chez lui, il devient plus orgueilleux que jamais. Il devient missionné. Il décide pour Dieu ce que Dieu veut pour lui.
ça ne règle rien et on est encore mal parti. Je dis, et je vais le répéter souvent parce que ce n'est pas compris, que l'humanité a joué pendant des milliers d'années à être puissant. Et aujourd'hui, alors qu'il le devient, il croit encore qu'il joue. Maintenant, comment faire la différence entre ne pas se prendre au sérieux et se faire charrier? Essaie de me charrier. Non, je le ferai pas, non. Me verser de l'eau sur la tête. Il y a un mécanisme écologique dans ce que tu perçois. Comment faire la différence entre ne pas se prendre au sérieux et se faire charrier? Qui se fait charrier? Quelqu'un qui se prend au sérieux. Es-tu capable de briser cette fenêtre? Oh oui! Non, t'es pas capable. Oh, je suis capable. Non! T'es capable, ben brise-la donc, voir. Oui, je suis capable. T'es un imbécile, Bobo. Toi, t'es manipulable, tu te prends au sérieux. Je te charrie. Es-tu capable de briser cette fenêtre-là? Ben, brise-la donc. Ça sert à rien, là. Je la brise pas, mais je veux dire, si le feu serait pris, je la briserais bien. T'es pas capable. Bon, je suis pas capable de mort. Mais est-ce que je me fais charrier? Ben non. Mais là, je vais dire, je suis assis dans un autobus, quelqu'un rentre, au long de là. Hey, décolle de là. Là, le bonhomme, là, il commence à sortir ses muscles, là, puis il décolle de là. Satan, va-te! Tu vois qu'il te laissera pas là longtemps. Tu as pensé que tu étais un fou. On commence à baver. Il va l'envoyer aller voir un autre. Puis toi, ben, tu restes là. Alors, si t'es pas fait charrier, mais il faut que tu te prennes pas au sérieux pour arriver à le faire. Mais lui, se prenant au sérieux, étant anormal, ne pourra pas jouer avec toi anormal. La normalité fait peur aux normaux. Simple. Alors, comment ne pas se faire charrier? Mais si on se prend pas au sérieux, on ne se pas charrier. Si le gars sort un couteau, c'est correct, assis-toi puis coupe la chaise, je m'en vais. Tu sais, si le gars il est fou, plus fou que toi, tu peux être fou. Mais tu lui laisses la place, t'es pas pour te battre avec pour une place. Mais tu te fais pas charrier pareil. Quand tu rentres dans les portes chez Simpson, là, puis quelqu'un qui rentre puis qui fait que tu tournes dedans pendant 3 jours, ça arrive des fois. Ça arrive souvent. Tu prends une petite porte à côté de la chaise roulante. Tu ne tourneras pas dedans. Et c'est tellement... on veut réussir, on se lance des défis. Ben c'est ça, on se prend au sérieux. C'est très, très, très facile de ne pas se faire charrier puis de charrier tout le monde. Qui est charriable? Celui qui se prend au sérieux, jamais l'autre. Jamais l'autre. Plus vous allez être conscient et moins vous allez vous prendre au sérieux, plus vous allez être autoritaire, respecté, disons, pas égoïquement. Ça va être dangereux pour les autres. Parce que les autres vont voir chez vous un miroir fracassant qui va leur faire mal, mais ils vont vous laisser en paix si vous savez être écologique. Très, très, très facile de ne pas se faire charrier. Et aussi le fait que quand on prend conscience, de plus en plus, on s'aperçoit qu'en voulant charrier quelqu'un ou lui marcher sur les pieds, c'est sur nos propres pieds qu'on marche. Toujours. Ça fait que il n'y a plus d'intelligence là à jouer ce jeu-là. Mais non, absolument pas. On ne se fait pas charrier. Mais si je vous dis, restez assis, je vous l'ordonne, tout le monde se lève, ben, j'ai charrié tout le monde. J'en ai charrié dans ceux qui sont assis, j'en ai charrié dans ceux qui sont debout. Mais les seuls que je n'aurais pas charriés, s'il y en a, ils sont assis. Ils ne sont pas debout. Une question bien ordinaire aussi. Qu'est-ce que l'ego? Bon. On l'explique souvent. Pour avoir une réponse relativement complète et rapide, il faudrait se référer à une conférence que j'ai déjà faite qui s'intitule « Le rôle de l'ego ». Et pour mieux comprendre, le rôle de l'âme, suite au rôle de l'ego. Brièvement, l'ego, c'est une densification de l'identité que vous avez chez vous, et cette identification va être créée, constituée
par les mémoires que vous allez conserver. Cela veut dire que votre éducation constitue votre ego et aussi la faculté qu'aura votre cerveau de l'orchestrer, donc votre phénomène génétique, va aussi permettre l'expression de cette résonance mémorielle à l'extérieur de vous. L'ego, c'est ce qui vous fait dire « je suis », c'est ce qui vous fait dire « j'ai mal », c'est ce qui vous fait dire « je veux comprendre », c'est ce qui vous fait dire « je veux évoluer », c'est ce qui vous fait dire « je suis écœuré, j'en ai assez », c'est ce qui vous fait dire « c'est beau ou c'est laid ». Mais l'ego a la faculté d'être légèrement différent, c'est-à-dire que l'ego n'est pas homogène, il est hétérogène. C'est un mélange, c'est un paquet de phénomènes d'apprentissage reliés à un phénomène d'orchestration biologique, donc neuronique. Alors, de temps en temps, votre ego est pacifique, et soudainement, il peut devenir colérique. Et si on brasse un peu le corps, ça change encore, et cet ego est ce qui habite l'être humain. Tous ceux qui veulent évoluer ont un ego. L'ego, s'identifiant à lui, se croit important tel qu'il est, alors que l'ego est une partie de l'être psychologique qui n'a rien à voir avec l'être réel. Prenant l'importance qu'il se donne, il se croit devenir l'être réel et implique l'extérieur pour le servir. Ce qui le fait souffrir parce qu'il devra apprendre que l'extérieur est là pour être utile avec lui, mais que lui fait partie de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un cadre écologique. L'ego va donc vouloir se défendre à travers ce cadre d'écologie pour laisser sa marque, sa trace. Il croit que si on ne l'oublie pas, il persévère, il continue à vivre, même s'il meurt, même s'il s'oublie lui-même. Alors l'ego, pour se défendre, crée un mécanisme énergétique très puissant qui va porter le nom d'orgueil. Tout ça, c'est le mécanisme de se prendre au sérieux. Ceux qui fument en public dans les locaux assez restreints, qu'ils emplissent de boucanes, je ne parle pas spécialement du centre d'universalité entre les conférences et la période de questions, ces gens se prennent-ils au sérieux ou si c'est moi qui me prends au sérieux en ne pouvant supporter cette atmosphère et en posant la question? Lorsqu'une personne n'est pas capable d'endurer la fumée parce que ça lui pique dans les yeux, parce qu'elle est asthmatique, elle tousse, il y a un mécanisme écologique. Lorsqu'une personne n'est pas capable de s'empêcher de fumer parce qu'elle trempe, parce qu'elle shake, il y a un mécanisme écologique. Lorsqu'une personne fume parce qu'elle oublie même carrément qu'elle fume, il y a un phénomène qui fait qu'elle fume pour se sentir mieux, elle se prend au sérieux. Lorsqu'une personne veut qu'on la respecte dans ce droit de non-fumeur, elle se prend au sérieux. Lorsqu'une personne est capable de dire à quelqu'un d'autre « ne fume pas parce que ça me pollue », on peut dire qu'elle est dans son droit si tout ce qui se doit d'être fait au niveau de son corps physique, de sa santé, est déjà fait. Si elle aime manger des sucreries, elle ne peut pas demander qu'on ne fume pas. Parce que si elle-même se magane le corps de d'autres façons, elle ne peut pas dire « respectez-moi » parce qu'elle ne se respecte pas. Alors, si une personne est tout à fait en parfaite santé et qu'elle fait d'une façon facile tout ce qui doit être fait au niveau de l'écologie de son corps, au niveau de son habillement, comme de sa nourriture, de son temps de travail, de son temps de repos, etc., c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Et si elle ne se prend pas au sérieux, elle va laisser l'autre fumer. Parce que c'est pas un petit peu de fumée à travers toute sa santé qui va lui nuire. Si la personne a une fonction d'instructeur dans une classe ou dans un cadre particulier, elle peut peut-être parler à celui qui fume. Sachez que celui qui fume pour abaisser ses vibrations parce qu'il n'est pas capable de s'assumer tel qu'il est. Celui qui mange trop mange pour abaisser ses vibrations parce qu'il ne peut s'assumer tel qu'il est. Celui qui boit un petit peu ou beaucoup baisse ses vibrations parce que là encore, il ne peut pas s'assumer. Celui qui fait du sport un peu trop pour se retrouver baisse ses vibrations au même titre que le fumeur. C'est sûr qu'on va dire c'est mieux faire du sport que de fumer. C'est mieux manger que de fumer, c'est mieux faire du sport que trop manger. Mais lorsqu'on est pris avec un mécanisme, on ne peut pas parler du mécanisme de l'autre, qui n'est pas pris avec le nôtre. Ceux qui fument en public dans les locaux assez restreints et qui emplissent de boucanes, je ne parle pas seulement blablabla, ces gens se prennent-ils au sérieux? Certains, oui. La majorité, oui, mais pas dans le sens arrogant du fait qu'ils fument. Parce qu'il y en a bien qui aimeraient bien ne pas fumer. Ils en ont besoin. Ou si c'est moi qui se prends au sérieux en ne pouvant supporter cette atmosphère et en posant la question, ça te regarde. Tu sais très bien si tu te prends au sérieux ou non. Un jour, je vais faire fortune parce que je vais inventer un petit appareil qui se camoufle bien chez soi,
Je vais en inventer deux. L'un qui est un détecteur de fumée qui sonne. Alors, lorsqu'on est dans une salle, un ascenseur, tout est rentre avec sa boucane, mais ça se met à crier. Puis l'autre doit endurer pendant que vous endurez sa fumée. Et un autre système qui dégage une odeur qui pue. Alors vous dites, ah oui, j'ai besoin. Ah, ça me replace. Puis l'autre, il est là, puis il fume. Puis l'autre, il est là, puis ça pue. Bon, ben, ça m'en fait fortune. Parce que les égaux vont se sentir soulagés de pouvoir lutter enfin contre les autres. Mais on se prend au sérieux quand on joue à ce jeu. Vous entrez dans un ascenseur et un fumeur rentre, vous sortez. Vous n'êtes pas charrié, vous le charriez. Vous montez lentement, quelqu'un rentre, vous sortez. Les portes se ferment et lui, il continue, vous prenez l'autre ascenseur et vous montez sans fumeur. Qu'est-ce qui est important? Votre santé pulmonaire? Sortez donc de l'ascenseur. Prenez donc l'escalier. Éloignez-vous donc des fumeurs. Vous voulez lutter contre les fumeurs, c'est pas votre santé pulmonaire qui est important, c'est vos droits psychologiques. Mettez de l'énergie dans ce qui n'est pas sérieux. Vous prenez au sérieux. Mettez de l'énergie dans ce qui doit être fait. Votre santé, sortez donc de l'ascenseur. Vous n'avez pas le choix d'être attaché dedans. Respirez donc, chialez pas. Plus vous allez chialer, plus vous allez rendre l'autre nerveux. Plus il est nerveux, plus il fume pour être moins nerveux. Ça vous arrangera pas. C'est amusant, mais c'est tout à fait réel, c'est authentique. Mettez de l'énergie là où on doit en mettre, pas pour défendre votre sérieux. Croyez-vous que l'homme ne peut évoluer spirituellement que d'une façon collective? Ah oui, mais je ne crois pas, je sais. Je sais que l'être humain ne peut évoluer spirituellement que d'une façon collective. Ça va de soi. Mais l'être humain ne peut devenir ce que la spiritualité lui promet que de façon individuelle. Est-ce qu'on se choisit un karma sérieux, ou bien y a-t-il lieu de l'assumer sérieusement en changeant la tonalité? 90% du karma de l'être humain est le karma qu'il se donne. Donc, on se choisit un karma sérieux, et on peut l'assumer sérieusement, donc le démolir, puis ne pas avoir à le vivre. Qu'est-ce que c'est le karma sérieux? Toutes les fois que vous êtes frustré, que vous êtes dynamisé pour quelque chose que vous avez, bon, mais vous vivez un karma, vous brûlez de vos énergies. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, ça n'a plus aucune importance. Qu'est-ce qui est important dans une discussion? Que l'autre comprenne ou que vous soyez bien. Si pour être bien, l'autre doit comprendre, vous allez faire comme la majorité des humains, vous ne voudrez pas parler en public. De peur d'être frustré. S'il y a intelligence de discussion, parce que ça rapporte quelque chose, on discute. Ça rapporte plus rien, on dit plus rien. On clôt la discussion. Le karma sérieux, c'est ce que vous allez décider de vivre. Vous maquillez-vous sérieusement? Ajustez-vous sérieusement votre cravate? La maudissez vos poubelles sérieusement après chaque journée de travail? De quelle façon marchez-vous? De quelle façon essayez-vous de paraître en public? De quelle façon essayez-vous de paraître face à vous? De quelle façon mangez-vous en restaurant, en public? De quelle façon agissez-vous aux toilettes publiques? De quelle façon... Il y a beaucoup qui se lavent les mains dans les toilettes publiques. Ils ne font pas ça souvent chez eux. Mais oui. Et s'il y a du monde dans la toilette, tout le monde se lave. S'il n'y a personne... C'est ça le collectif. C'est ça ne pas s'assumer. C'est souffrant. C'est souffrant, maudit. Moi, j'ai connu une personne qui avait tellement peur d'aller aux toilettes publiques, qu'on l'entende, qu'elle est restée une demi-heure pour rien, parce qu'elle attendait d'avoir la paix, mais il y avait toujours du monde qui venait dans l'autre toilette. Ça la faisait chier, mais pas assez. Elle se prenait au sérieux. Vous rentrez dans une toilette publique, vous entendez... Il y en a un qui tient à savoir que vous êtes là. Essayez pas de pousser sa porte au cas qu'elle s'ouvrirait. C'est ça la vie. Dans les plus simples expressions, on se prend au sérieux. Je peux donner des exemples que certains vont dire plus délicats, au moins, parce qu'ils parlent de, quand même, ils pourraient prendre d'autres exemples. Mais pourquoi prendre des exemples que vous ne comprendrez pas? Parce que ceux-là peut-être frustrent certains d'entre vous, parce que vous prenez trop au sérieux. C'est normal. Le chien se prend pas au sérieux. Le propriétaire du gazon se prend au sérieux.
Il y a écologie, d'avoir une pelouse propre ou de ne pas trop marcher dedans, ça on comprend. Lorsque c'était intelligent de régler les allées-venues des chiens, ça va. Mais lorsqu'on le fait parce que c'est yark ou etc., ben là, c'est autre chose. Faire quelque chose sérieusement, c'est le faire parce que ça doit être fait. Le faire parce qu'on se prend au sérieux, apparemment, c'est la même expression, mais c'est pas la même chose, pas en tout. Comment choisir entre la multitude des choses qui doivent être faites, celle qui nous convient, celle que l'on pourra faire sérieusement sans ambition, sans se prendre au sérieux? La première chose que l'être humain doit faire est d'arriver à avoir une conscience individuelle. Cela veut dire être capable d'accepter par lui-même de se tromper. Vous devez être capable de vivre une auto-analyse qui va être, de toute façon, mais qui n'est pas intelligente, mais quand même qui va être, chez l'être transitif, et qui va vous dire, j'ai encore manqué. J'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe. C'est le devoir vivre individuellement dans votre conscience et décider de par vous-même, prendre des initiatives sans vous référer à autrui. C'est sûr que si vous voulez acheter une auto usagée, vous ne connaissez pas ça, vous prenez référence à autrui sur l'automobile, pas sur le fait que vous devez en acheter une auto usagée ou non. Sur la mécanique, sur l'automobile, peut-être prendre des références. Est-ce que je devrais me faire guérir ou non? Ça, on ne prend pas référence là-dessus. On prend référence sur certains médecins pour savoir ce qu'on a, peut-être. C'est pas pour savoir si on doit y aller ou pas. Il y a une nuance entre les deux. On ne prend pas référence sur autrui pour savoir si on doit sortir aujourd'hui pour aller marcher. Il fait beau, hein? Je pense que ça me tenterait d'aller marcher. Hein? Tu viens-tu avec moi, toi? Oh, je viens pas. Tu es un casse-tête de party, toi. Bon, on ne prend pas référence sur autrui pour savoir si on doit faire quelque chose comme ça. On prend référence sur autrui pour savoir où est une rue, dans un village, une ville qu'on ne connaît pas. Si on n'a pas d'utilité à se procurer une carte. Mais on ne prend pas référence à une personne. Pensez-vous que je vais la trouver, la rue? Ouais, vous pensez, ouais. Mais non. L'autre va dire, ah oui, oui, avec l'éducation que j'ai donnée, vous allez la trouver certain. C'est ça, c'est sûr. Rien, non, bon, comme je suis intelligent, comme je suis, tu sais, si tu la trouves pas, c'est parce que c'est stupide, parce que les éducations que j'ai données sont impeccables. C'est ça, les gardigots. Je demande, où est telle rue? On m'explique, parfait, parfait, parfait. L'autre veut souvent poursuivre son explication, vous avez compris. Mais vous ne demandez pas s'il pense que vous allez trouver la rue. Et c'est ça le problème. Quand vous avez faim, vous avez faim. Demandez pas à l'autre s'il a faim pour savoir si vous avez raison d'avoir faim. T'as-tu faim? Oui. On va manger, hein? Tu faim? Non, pas encore, non. Hein? OK. On continue. C'est quoi le boss? Celui qui dit j'ai faim, qui vient avec moi? Ça, c'est le boss. Personne n'y va, il va pareil. Souvent, ça rend l'autre jaloux. Il n'y a pas de multitude de choses. Vous faites ce qui doit être fait. Quand vous avez faim, vous avez faim. Il y a plein de visites chez vous, vous sentez fatigué. Vous allez vous coucher. Ben oui. Mais s'il n'y a personne pour les mettre dehors, ben vous les mettez dehors, vous allez vous coucher. S'ils ne veulent pas comprendre, ben vous invitez plus. Vous vous faites inviter à la place. Quand vous êtes fatigué, vous en allez. Puis si vous êtes un cassé de party, c'est parce qu'ils sont collectifs et ils ont besoin de votre présence pour se sentir correct. Ça les regarde, allez-vous-en. Si vous perdez tous vos amis, c'était pas vos amis, c'était vos maîtres. Vous étiez leurs esclaves. Vous allez en trouver d'autres, des vrais amis, qui vont être capables de dire, semble que t'es fatigué, hein, je vais m'en aller. Alors vous allez répondre, non, non, la vie est bonne, continue à l'écouter, tu t'en iras quand ça sera fini, moi je vais me coucher. Alors votre ami dit, c'est correct, parfait. Ben sa télévision, il s'installe comme il faut, puis il se sent libre, il se sent pas pogné, puis il se sent pas de trop. Crème, l'autre, il a dit qu'il pouvait rester. Si l'autre, il a dit parce qu'il voulait être poli, ben ça y apprendra. Puis si l'autre, il a dit qu'il était sincère, pourquoi il se sentirait mal? Alors il s'allonge, il écoute la télévision pas fort, l'autre, il va dormir. Puis quand c'est fini, ben il met un petit mot, merci, tu sais, puis c'est au bout, ou s'il veut. Puis il s'en va, il ferme la porte doucement, puis il s'en va. Tout le monde est bien. Personne ne se prend au sérieux. Et si je me prends au sérieux, ben moi dire à François, ben oui, mais c'est peut-être pas te coucher, tu m'invites à me coucher. Tu sais, important comme je suis, je mérite que tu restes, c'est ça que ça veut dire. Mais non, lui veut veiller, va-t'en pas tout de suite, c'est important comme qui, il faudrait que je reste. Pas besoin d'ennemis comme ça. Non.
Alors, c'est facile de savoir ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Si c'est mon patron, puis il m'invite, puis moi, je veux une augmentation, puis pour ça, il faut que je reste, m'a rester. Il me charrie pas, je veux mon augmentation, je le charrie. Il veut que je reste, m'a rester. Mais quand il n'y a pas d'utilité comme telle, voyons donc, moi, je m'en vais, puis ça finit là. J'ai pas besoin d'y expliquer, puis de dire pourquoi, puis d'y compter des menteries, puis des raisons, puis tout ça, pour qu'après ça, ils disent que je suis menteur dans mon dos. Parce qu'il m'a forcé à dire des menteries pour que je puisse me libérer. La vie est facile, c'est simple. Il y a beaucoup de questions sur la possibilité de réussir socialement, affectivement, financièrement. Là. Puis, ce serait peut-être le temps que tu nous parles de l'organisation du succès pour ce séminaire. Est-ce que ça traite de ces choses-là, si on peut réussir socialement, affectivement, financièrement, sans se prendre au sérieux? Bon, la majorité des mécanismes qui vont permettre à l'être humain de ne pas se prendre au sérieux sans se faire charrier, lorsque ça devient un petit peu aléatoire, lorsqu'on ne sait pas trop, ça arrive à être conséquentiel. L'être humain qui est conséquentiel, c'est un être humain qui est capable de prévoir, mais d'une façon non émotive, un résultat qui peut être écologique, intelligent dans l'avenir. En fonction de ce qu'il entrevoit, il va dynamiser son action pour atteindre ce résultat. Mais il ne se fera pas un but moral de réussir le résultat. Il sera donc libre en tout temps de réentrevoir l'avenir différemment, donc de changer. Alors il reste vivant. Ça, c'est un être conséquentiel. Mais qu'est-ce qu'un être conséquentiel? On peut en parler longuement. Ah oui, c'est le titre de vendredi prochain. Alors, on va en parler longuement. Brillant, mon affaire. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel? On peut en parler longuement. Bon, c'est le sujet de la conférence de vendredi prochain. Tant qu'à être nouille. Bon. Au niveau de l'efficacité, ben, l'être conséquentiel est un être efficace. Il y a deux choses. Il y a l'être inefficace et inconséquentiel qui essaie de prévoir l'avenir, qui spécule. Mais la spéculation est proche de l'être nouveau, tandis que la prévoyance, telle qu'elle se fait par les mancies, chiromancie, cartomancie, astromancie, etc., fait partie de l'être ancien. L'être nouveau est capable d'avoir une préscience. Cette préscience est la faculté qu'il aura de savoir avant de savoir. C'est ce que veut dire préscience. L'être nouveau, il est conséquentiel parce qu'il est préscient. Science, sire, savoir. Et qu'est-ce que c'est que de savoir avant savoir? C'est un mécanisme qui n'est pas perçu par l'être ancien et qui n'est pas perçu par l'être transitif, mais qui commence à transparaître chez l'être transitif, aboutissant vers l'être nouveau. La spéculation, c'est jouer aux échecs avec l'avenir. La prévoyance, c'est jouer au dard, les yeux bandés avec l'avenir. La préscience, ce n'est plus un jeu d'échecs. C'est la compréhension des conséquences, la préscience. C'est l'écologie. C'est la compréhension des conséquences. Alors, on sait pourquoi que ça va donner telle conséquence, parce qu'on connaît les données. La spéculation est l'essai d'entrevoir, mais comme un jeu d'échecs. Mais elle n'a pas la faculté de savoir avant même de savoir. Chose sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. Réussir sa vie, cela veut dire être organisé. Parce que si on n'est pas organisé, on devra vivre dans un cadre organisé par d'autres. C'est ce qu'on appelle se faire organiser. Sous tous les sens du terme. Être efficace, cela est possible si on est organisé. Être organisé, cela est possible réellement si on est prescient. Être prescient, cela est possible chez l'être conséquentiel. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel ou comment devenir un être conséquentiel et qu'est-ce que se fait de savoir avant de savoir? Ce sont des mécanismes qui permettent à l'être humain d'arriver à être totalement efficace. Mais être efficace ne veut pas dire que tout ce que nous désirons émotivement va aboutir. Ça ne se peut pas. Je veux qu'il pleuve, il veut qu'il fasse soleil. Alors, on a beau être efficace tous les deux, il faudra qu'à un moment donné qu'il se passe quelque chose. On aura un soleil très humide ou une humidité très chaude. Mais on ne pourra pas avoir le soleil et en même temps la pluie. Le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, Dieu hésite. Pourquoi? Parce que ça ne se peut pas. Être efficace, cela veut dire être capable de se coordonner dans ce qui s'en vient. Cela veut dire être capable d'entrevoir des lignées de futur possibles. C'est ça l'être conséquentiel. Et ça se fait. Ça se fait. Et lorsqu'on est capable de voir ce qui vient,
On apprendra à s'organiser pour faire partie écologiquement de ce qui vient. Et ça, être efficace. La semaine prochaine, de toute façon, on élabore énormément sur ce savoir avant savoir et sur cette aide conséquentielle qui devient efficace parce qu'il sait se mettre là où la rondelle va être. On a deux mondes. On a le monde ancien qui dit, lorsqu'il joue au hockey, il faut que la rondelle vienne ici. Que la rondelle vienne. Alors, il essaie des différents mécanismes de contrôler l'avenir, de le savoir avant pouvoir le déjouer, oh, c'est écœurant. Et on a l'être nouveau qui, lui, ne veut rien commander à l'extérieur. Il n'a pas besoin de commander, de tout mettre son énergie sur l'extérieur pour le manipuler pour arriver à être efficace. Il se place là où va être la rondelle. Et la rondelle vient à lui sans effort parce que la rondelle passait par là. Mais a-t-il la faculté de savoir avant ce que cette rondelle va faire? Il peut. Et lorsqu'il le sait, il est conséquentiel. Alors, d'une facilité absolument ridicule pour l'être ancien, il est toujours celui qui arrête de lire un journal pendant que tout le monde court prendre le métro, qui regarde voir quel genre de chocolat qu'il pourrait s'acheter, puis en fin de compte, il n'en achète pas. Alors, il s'en va lentement, il arrive, les portes du métro s'ouvrent, il rentre, puis s'assoit. Il n'a pas pensé tout ça. Non, ça marche. Il descend du métro, il s'en va, il flâne un peu, et lorsqu'il arrive, l'autobus arrive, il y a la grande queue qui attend puis qui gèle dehors, mais il y a deux autobus. C'est facile. C'est toujours facile pour la simple raison qu'il sait se mettre en harmonie avec ce qui vient, avec la vie. Comme le chasseur, qui marche et qui marche et qui marche à la recherche de son gibier, tandis que celui qui a faim et qui est sage s'assoit là où le gibier va passer. Là où, quand il va passer. Pas 2 jours avant, sur le bon moment. Et il attend, et le gibier vient, et voilà, il peut manger. Le séminaire est un séminaire pour organiser pour le succès, mais c'est un séminaire qui, justement, fait découvrir chaque monceau d'inharmonie, d'inorganisation, qui, justement, mine toute l'énergie de l'être humain dynamisée vers le succès, en essayant de tout transformer ce qui ne se transforme pas. Pour ça, il faut être conséquentiel. Ce séminaire, évidemment, est un séminaire, disons, plus peut-être dynamique qu'une conférence, pour la simple raison que là, la personne amène ce qu'elle a, puis là, on lui montre ce qui se passe. Et la semaine prochaine, c'est une conférence énergétique au niveau de, justement, de ce savoir avant le savoir, chose qui n'est pas connue de l'être ancien et qui est difficilement perçue par l'être ancien. Exactement comme, qu'est-ce que c'est ne pas se prendre au sérieux? C'était difficile à comprendre pour beaucoup. Maintenant, c'est drôlement plus facile. Est-ce que ça vous permet du jour au lendemain d'être libéré? Non. Mais vous allez commencer, par exemple, dans les exemples que je donnais, puis dans un paquet d'autres que je n'ai pas donnés, que vous allez vous-même vous donner, à trouver la vie plus drôle. Et vous allez rire de vous. Dans un restaurant, puis... On te demande pareil, mais c'est plaisant, la vie, à un moment donné. Alors, c'était peut-être pas compréhensible, ça le devient. Qu'est-ce que c'est le savoir prescient? Ça devient compréhensible et à un moment donné, on l'applique. Ça ne change pas la vie du jour au lendemain. Mais ça fait une différence dans sa vie. Vous allez trouver la vie pas mal plus drôle si vous arrivez justement à ne pas vous prendre au sérieux. Vous allez comprendre pourquoi que toutes les idées qu'on a des sages, ce sont du monde justement qui rit, qui n'ont pas de problème. Et la musique vient de finir, donc la conférence est finie. Ça repart, mais bon, continue. Daniel, si j'en juge tes explications sur la préscience, ce savoir instantané, est-ce que ça veut dire que l'homme nouveau s'inscrira dans la réponse plutôt que dans la question? Exactement, c'est tout à fait ça. Plus de questions que des réponses, plus de problèmes que des solutions. Mais c'est pas un phénomène positiviste, là. C'est un phénomène réel.